Je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast pour un épisode Sciences du terrain, le format dans lequel je reçois deux invités qui partagent leur expérience issue du terrain, de la confrontation de la théorie au réel, et qui en tirent des leçons concrètes et actionnables pour améliorer votre vie, votre productivité, votre santé ainsi que vos capacités cognitives. Comme souvent, ces échanges sont très denses en informations. C'est pourquoi je vous invite dès maintenant à télécharger la fiche résumée de l'échange en cliquant sur le premier lien présent en description afin de vous assurer de tirer pleinement bénéfice des conseils de mes invités. Bonjour à tous les deux. Ciao. Hello. Je suis avec deux personnes aujourd'hui, avec Julien du site Organisologie et avec Dali de YouTube. On peut dire ça? TikTok aussi? Ouais, on peut dire ça. On peut. On peut, disons ça. Non, je vous ai invités tous deux pour tester un nouveau format, comme j'ai pu vous le dire précédemment, où on va parler d'un sujet. Vos expertises, je pense, seront super intéressantes à croiser pour les auditeurs, pour apporter beaucoup de valeur. Et ce sujet, il est double. C'est l'infobésité d'une part, donc le surplus d'informations qui fait qu'on devient addict aux infos, à la consommation du téléphone et j'en passe, et le rapport aux écrans. Alors pourquoi vous deux? Rapidement, je vais expliquer mon choix. Julien, parce que tu as écrit un livre sur l'infobésité, il y a maintenant quelques mois en arrière. Ouais, ça fait une année qu'il est sorti. Déjà un an. Ouais, ça file. Livre dans lequel j'ai un peu participé, donc tu m'as fait ce plaisir-là. Et Dali, parce que tu as sorti récemment une formation justement sur la réduction du temps d'écran. Donc comment justement éviter l'addiction aux écrans et comment passer à côté de sa vie en quelque sorte et la vivre réellement et non pas à travers des autres sur Instagram, YouTube ou Twitter. Si je résume. Ouais, c'est ça, exact. Puis c'est aussi un des sujets que j'aborde assez fréquemment quand même en termes de création sur les réseaux. Mm. C'est un peu la best place pour en parler, donc ouais, c'est un truc qui me parle beaucoup. Et j'ai une question pour commencer, une question toute bête, mais comment est-ce qu'on peut différencier selon vous l'usage habituel d'un écran, de la consommation d'informations et l'addiction? À partir de quand on devient, entre guillemets, addict aux écrans et à la consommation d'informations? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est ténu comme frontière ou Non, bon, en même temps, c'est une discussion, donc c'est intéressant d'en parler. Tu veux commencer, Dali, ou Bah si ça t'inspire, vas-y, let's go. ça, Et après ça- j'enchaînerai. moi, tu vois, si on prend l'addiction alcool ou d'autres substances, c'est quand ça devient problématique pour toi et les autres, j'ai envie de dire. Pour avoir pas mal creusé le sujet de l'alcoolisme, je trouve c'est intéressant de faire un parallèle avec ça dans le sens où même les scientifiques sont pas encore ultra d'accord sur la définition, tu vois, c'est flou même au sein de, enfin pour eux, certains diront c'est quand tu consommes tous les jours, d'autres c'est quand tu consommes de grandes quantités, etc., etc. Donc je pense qu'il y a chacun doit comment dire, chacun doit vivre ça et être conscient de sa consommation. Je pense pas que poser une durée genre ouais si tu passes 2 heures par jour t'es addict Mhm. c'est forcément utile. Je pense vraiment, enfin moi je voyais que je me sentais pas très bien, tu vois, et je pense s'écouter soi-même c'est pas mal pour au final en faire une sorte de diagnostic perso, tu vois, genre est-ce que je me sens bien, est-ce que je me sens pas bien en passant du temps sur les écrans, et reconnecter avec soi-même, ce qui n'est pas forcément évident quoi, dans un monde où on est constamment en train d'observer les autres. Donc je sais pas si ça donne de l'eau au moulin pour la discussion. Non, Si, moi, c'est intéressant, ouais, c'est intéressant. Et toi, Dali, justement, comment tu t'es dit un jour, il faut que je réduise mon temps d'écran? Ouais. Bah, il y a beaucoup de facteurs. Le premier qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, c'est vraiment ma santé mentale. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait une vraie corrélation entre plus je passe du temps sur les écrans et moins je me sens bien. Et donc ça a été un des premiers déclencheurs qui m'a fait me dire que bah, ça serait bien que j'en passe moins. Et surtout que je redevienne un peu plus maître sur ça. Parce que, en fait, ce que je trouve vraiment dangereux, et c'est le cas, et le parallèle sur la plupart des addictions, c'est que petit à petit, on perd le contrôle sur ça et on est de moins en moins maître de nos émotions. Et donc, on en consomme davantage, davantage, davantage. Et c'est ça qui fait que c'est assez dangereux, tu vois. Donc, moi, ça, c'était un des premiers trucs où, en fait, j'allais sur mon téléphone, mais non pas parce que j'avais envie, mais juste parce que, en fait, j'avais plus trop le choix, tu vois. Il y a une sorte de définition de l'addiction, j'aime bien, qui dit que, en gros, c'est quand c'est plus difficile pour toi de ne pas faire le comportement que de le faire, tu vois. Mhm. Ou en fait, tu as tellement une sorte de, tu vois, ce crash de dopamine, il est tellement fort et tu te sens tellement mal que du coup, à chaque fois, tu te sens obligé de le combler. Et il y a plein de gens, j'ai l'impression, qui ont ce comportement un petit peu, qui peut commencer à poser problème avec les écrans et notamment les réseaux sociaux.
Ouais, je pense Donc, que les réseaux sociaux, c'est un bon point. C'est extrêmement prenant, tu vois. Je me dis toujours, tu sais, quand tu as une grosse communauté, beaucoup d'interactions comme tu vois, je me dis, purée, ça doit être ultra dopaminergique. Ça se dit, Mhm. chez les Ça ouais. se dit, amis, oui, ça se dit. tu Mm. vois, ça doit être genre, waouh, t'as chaque fois un immense shoot. Ouais. Et bon, après, je pense que ça, j'ai l'impression quand même que la population est de plus en plus informée. Tu sais, avec Netflix, il y a eu ce documentaire sur Netflix où il parlait de comment on nous rend accro via les réseaux sociaux. Donc j'ai quand même l'impression qu'il y a une sorte de conscience collective qui se met en place, mais peut-être pas, tu vois. Des fois, je parle avec des gens, ils sont Ouais. là, non, moi j'ai pas beaucoup de temps dans ma vie, j'aimerais bien lire plus, puis fais voir ton temps d'écran ou voir ton temps d'écran. Ah, 2 heures par jour sur Instagram quand même. Ah ouais, je pensais pas. Et ça, c'est aussi, je trouve intéressant avec l'addiction, c'est que tu vois pas forcément le coût, tu vois, Mm. de cette, euh, de cette addiction. C'est intéressant. Ouais, ouais, c'est Complètement. vrai. Et en plus, comme l'a dit Dali, c'est naturel en fait aujourd'hui. Dès qu'il y a un temps mort, tu dégaines ton téléphone. Ouais, il y a plus la Et place moi, pour je m'en suis l'ennui, rendu quoi. compte aux toilettes. Tu vas aux toilettes, tu n'y vas pas sans ton téléphone, c'est terrible. Tu fais Ouais, trois moi pas, tu pas. as ton téléphone. Moi, c'est bon. Toi, c'est bon. Pour l'instant. Moi, j'ai une Pour petite l'instant. anecdote par rapport à ça. Petite private information, j'étais aux toilettes du coup juste avant le podcast et j'ai pris mon téléphone par réflexe. Et en fait, maintenant, moi, le problème sur mon téléphone, c'est qu'il y a tout de bloqué quasiment. Mhm. Mhm. Donc en fait, j'y suis allé et je me suis dit, bon, bah ok, j'ai mail, ouais, bon, y a rien. Instagram, ok, j'ai le droit à 1 minute. Bon, vas-y, c'est parti, je prends ma petite minute d'Instagram. Et puis, bah, j'étais là sur mon tel, je me dis, bah, en fait, là, je suis en train de chercher une stimulation comme un petit drogué, Ouais, c'est ça. mais il y a rien, tu vois, je peux rien faire. Et donc, au final, Euh, je me suis dit, c'est pas plus mal, quoi. Et je suis vraiment content d'avoir mis, on en reparlera peut-être, en Mhm. place ce blocage-là sur mon téléphone, parce que depuis que j'ai fait ça, bah, ça m'aide vachement. Et ce que je trouve hyper dangereux, c'est que, en fait, même si petit à petit je commence à m'y habituer, je suis quasiment sûr que si je l'enlevais, bon, peut-être les 2, 3 premiers jours, il se passerait rien, mais au fur et à mesure, je passerai, en fait, je retrouverai un peu mes comportements habituels. On en revient à l'addiction, comme l'a dit Julien, en fait, un circuit neuronal qui est créé. Hmm, En fait, il ne demande qu'à se réactiver. Ouais, c'est c'est clair. ça. Littéralement, c'est ça. C'est comme un alcoolique. S'il reprend de l'alcool, le circuit se réactive et c'est fini. C'est clair. Et c'est C'est pour, exactement la même chose. c'est pour ça qu'on parle d'une dose, quoi. Enfin, tu sais, Hmm. ne jamais reprendre, quoi, ne jamais retoucher. Hmm, Le truc, c'est que tu vois, l'alcool, tu peux vivre en société à peu près normalement sans alcool, sans coke aussi, sans héroïne aussi. Par contre, sans smartphone, ça devient vraiment compliqué. Tu vois, t'as aussi cet aspect-là où tu dois vraiment commencer à mettre en place des mécanismes ou des systèmes qui te protègent, tu vois. Heureusement, ces systèmes existent de plus en plus. À mon avis, il y a des applications qui sont vraiment bien foutues. hmm, Mais à mon avis, moi, je dis toujours aux gens, je suis complètement accro à mon smartphone, même s'il est en noir et blanc, même si j'ai plus mes emails, même si j'ai aucune application sociale, je continue quand même de temps en temps à me dire, bon, qu'est-ce que je vais foutre avec mon smartphone, tu vois, je suis en mode, hmm. Bah ouais. tu sais, et aussi quand tu t'amuses à changer d'app, d'endroit, tu sais, les apps un peu addictives, tu t'es là, puis tu commences à ouvrir des apps que t'as pas l'habitude d'ouvrir et qui sont complètement inutiles, simplement parce qu'elles ont remplacé l'endroit précédent de ces apps qui sont addictives. Donc ouais, moi je pense qu'il faut, en tout cas moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'accepter mon addiction en fait. Hmm, Après, il y a un vrai Et- problème aussi qui est derrière ça, c'est le principe du FOMO. ouais, Fear of Missing Out, vous connaissez très bien, je pense, on va en bien parler un sûr. peu. Cette notion de constamment ne rien vouloir louper. Ce qui au niveau évolutif s'explique par le fait que l'information, c'est la survie. hmm. Si Ouais, on ouais, c'est savait clair, à c'est l'époque clair. préhistorique où étaient les antilopes, où étaient les baies, où étaient les zones sécurisées, on avait un avantage par rapport aux autres pour survivre. Et Hmm. aujourd'hui, on a transformé ça en je veux connaître la moindre information qui se passe à travers le monde pour augmenter inconsciemment mes chances de survie. Et là, il y a une vraie question qui découle du FOMO, c'est comment est-ce qu'on sélectionne les bonnes informations? Parce que beaucoup de personnes Hmm. ont activé vraiment tout ce qui est BFM, tout ce qui est tous les médias possibles pour se tenir Ouais. informés de la moindre chose en pensant que c'est utile pour elles. En pensant Moi qu'elles j'ai une ne veulent que mauvaise, connaître le monde. j'ai une mauvaise nouvelle pour ceux qui nous écoutent, vous êtes passé à côté de 18 000 tweets, Euh, truc comme ça quoi. Enfin, ouais. c'est pas C'est- possible en fait. Je crois tu sur vois. YouTube, chaque jour, c'est 720 000 heures de contenu qui est posté. Hmm, Bon courage pour les rattraper, quoi. c'est ça. C'est Ouais, ça Et qui en est mais, la fait, euh, moi question ce qui, quand même, les gens veulent savoir. ouais, moi, ce qui m'a beaucoup aidé à gérer ce FOMO, c'est euh, tu peux potentiellement trouver une information qui est ultra pertinente, tu vois. C'est possible, tu vois. Forcément, dans l'heure qui s'est écoulée, il y a un YouTuber ou un créateur de contenu qui a créé le contenu qu'il me faut pour me débloquer dans mon problème actuel. Mais en hmm, fait, c'est quoi le coût d'opportunité pour trouver cette information, tu vois. Hmm.
Et je pense que les gens, quand ils commencent à mettre ça dans la balance, ah ouais, tu vas être confronté à plein d'autres informations qui vont te pourrir l'esprit, ou alors qui vont te faire divaguer, ou qui vont te faire partir dans d'autres endroits. Et est-ce que tu prends en considération ce coup? Donc objectivement, il y a un truc qui est le meilleur contenu, mais le prix pour trouver cette information, en termes d'énergie et de temps aussi, il est juste incroyable, quoi. Ouais, t'as dit un truc que j'ai trouvé intéressant, Jérémy. Dans ta question, tu l'as formulé de sorte comment est-ce qu'on sélectionne les bonnes informations, tu Mhm. vois? Et moi, je trouve que ce mot sélectionner, déjà, il est important parce que dans la plupart des cas, en fait, enfin, des cas, oui, Des cas. euh, les informations, on les sélectionne pas, tu vois? Les Mhm. informations qu'on consomme, on n'a pas cette démarche active de sélection parce que dans la plupart des cas, euh, je sais pas, j'ai un bug avec le mot la plupart des cas, ouais, c'est bon, ok. Non, c'est bon, c'est bon. Ça passe. On est sur TikTok et donc ça nous est imposé. À la télé, c'est exactement la même chose. YouTube, bon, t'as un pouvoir de sélection, mais c'est quand même un algorithme qui va te recommander, etc. Et donc, en fait, on n'est plus vraiment maître de l'information qu'on va sélectionner, tu vois. Il y a des niveaux de sélection qui sont différents. Typiquement, quand je choisis un livre, je le sélectionne. Mais en réalité, c'est peut-être quelqu'un qui me l'a recommandé. Et peut-être que j'ai été influencé par un YouTuber qui m'a dit achète ce livre. Donc je l'ai sélectionné, mais à un niveau, à un degré qui est quand même assez fort. Mais typiquement à la télé, tu sélectionnes rien du tout en fait. Et donc ça, je pense que c'est déjà une première bonne porte d'entrée pour retrouver des informations de qualité. C'est de les sélectionner en fait. Et comment tu sélectionnes? Tu pars de quoi à la base? Comment est-ce que tu dis, ok, le premier filtre, c'est lequel? Si je détermine une question qui me pose problème, Ouais, une idée, une réflexion, un axe que je vais développer, et après en découle des lectures, des vidéos, des audios? je pense que un premier filtre intéressant, c'est la temporalité. Mhm. Il y a le fameux Elindi de Nassim Nicolas Taleb qui met en évidence que plus, bon, là dans le cas de l'information, plus cette information a vécu longtemps, a réussi à gravir cette étape du temps, plus il y a de chances que dans l'avenir elle soit pertinente et encore d'actualité. Et typiquement, moi c'est pour ça que je lis pas tout ce qui est information quotidienne, que je regarde pas les télé, les news, parce qu'en fait c'est un truc qui est voué à mourir très rapidement et d'ici une semaine on n'en parlera plus en fait. Donc j'ai aucun intérêt à être au courant de ça. Et du coup, typiquement, il y a des formats déjà qui se prêtent davantage à ce style d'information. Le livre, c'est de plus en plus rapide pour publier un livre. Tout le monde aussi peut publier un livre, mais déjà, il y a une certaine réflexion et un certain temps de mise en place qui fait que je trouve que c'est un premier filtre intéressant en fait. Un gars qui fait une vidéo sur TikTok et qui peut me raconter un truc, il lui faut une minute. Il prend vraiment une minute de son temps et il peut dire quelque chose. Et alors qu'un gars qui écrit un livre, il lui faut au moins 6 mois, quoi. Donc ça, déjà, c'est un premier filtre que je trouve important. Laisser le temps faire son travail un peu. Et s'il y a un événement d'actualité qui est vraiment important, bah, d'une part, je pense qu'il va arriver à tes oreilles sans même que tu aies besoin de regarder les chaînes de télé ou ce genre de choses. Et sinon, bah ouais, d'ici 2, 3 mois, on en reparlera en fait. Intéressant. Et toi, Julien, tu fais comment pour appliquer des filtres par rapport à tes contenus? Euh, alors moi, je travaille beaucoup avec les problèmes en fait que j'ai dans mon quotidien. Quels sont les Mhm. problèmes que j'ai envie d'ôter et c'est ce qui dirige pas mal mon projecteur mental sur des contenus. Donc les problèmes, les grands désirs, si j'ai vraiment envie de changer mon quotidien en mode bon, j'ai envie, je sais pas, de créer ce style de vie ou de me remettre au sport ou ou de tester ce programme. Mais c'est pas mal les problèmes quand même. Et puis après, ce que j'aime bien, c'est tu lis un livre, tu vois, et ensuite, si le livre t'a plu, tu vas dans la biographie, Mm. puis tu lis tous les titres des livres qui sont cités, et les titres qui te plaisent, tu vois, tu fais une petite coche à côté. Puis un jour où tu t'ennuies, que t'as plus de livres à lire, ce qui n'arrivera jamais évidemment, tu commandes tous les livres, tu vois. Et c'est comme ça, par exemple, en lisant Taleb, justement, qui a été cité par Dali, je suis tombé sur un bouquin que je recommande à tout le monde qui s'appelle Une théorie générale de l'amour, A General Theory of Love, Ok. qui est que disponible en anglais. Et en fait, en travaillant comme ça, tu vas forcément aller dans des livres de plus en plus anciens. Tu vois, Mhm. si je fais la même Hmm, chose, et donc tu, grave. et donc tu appliques un petit peu Stephen Lindy. Donc ça, je Hmm. trouve c'est intéressant parce qu'il y a aussi je trouve que c'est intéressant et c'est pour ça aussi à mon avis qu'on consomme beaucoup d'informations, mais c'est pour les surprises heureuses. Tu vois, les heureuses surprises sérendipité. Typiquement, des fois, je traîne sur X, Twitter, machin. Je sais pas comment, X, c'est ça, hein. Voilà, Mhm. la nouvelle, ouais, le réseau d'Elon. Et c'était quand, il y a 2 ans, je tombe sur un créateur, comment il s'appelle, Yanis
Yanis Ozo, je crois que c'est son nom, qui t'explique comment transmettre des informations en les dessinant, tu vois, avec les dessins. Et là, je me dis, waouh, moi j'adore le dessin et j'adore ce style. Tu vois, j'ai acheté sa formation. Et ensuite, bah, tu vois ce que c'est devenu. Dans mon prochain livre, il y a les illustrations, c'est moi qui ai fait la couverture. Enfin, il y a vraiment. Ça, c'est un exemple clé enfin, typique de sérendipité. Je me suis pas connecté sur Twitter en me disant, ah ouais, je veux apprendre à dessiner. Donc, je pense il faut aussi un petit peu se laisser surprendre, soit par les livres. D'ailleurs, je rejoins Dali hein, sur ce sujet. Un livre, moi j'essaie vraiment de lire du livre. Le simple fait de savoir que ton livre il se trouvera dans la bibliothèque de milliers d'individus, que tu vas pas pouvoir le modifier comme ça un claquement de doigts, ça te force à dire ok, je vais essayer de pas raconter trop de conneries, tu vois. Un article tu peux le changer, une vidéo YouTube tu peux la mettre hors ligne, etc. Donc voilà. Et puis après, ce que j'aime bien faire aussi pour rester dans la sélection de l'information, c'est de me dire bon, la source qui me recommande une information, est-ce qu'elle a accompli plusieurs fois ce que je cherche à accomplir? Tu vois, il y a aussi cette notion de pertinence. Certaines personnes ont eu de la chance ou accompli une seule fois ce que tu essaies à accomplir. Et donc, j'essaie aussi de me dire, est-ce que la personne qui me donne cette recommandation, elle est à peu près dans un contexte similaire et est-ce qu'elle a réussi plusieurs fois ce que je cherche à accomplir? Et ça me permet aussi d'évaluer un peu la pertinence du type, évidemment. Des fois, il y a des mauvaises surprises, mais déjà là, c'est un bon filtre, tu vois. Super intéressant. Je fonctionne un peu comme Julien à mon niveau, cette notion de problématique à résoudre. La notion, effectivement, de creuser dans la bibliographie, c'est ultra pertinent. Et en fait, plus tu vas diguer dedans, plus tu reviens un peu au principe premier, aux livres fondateurs, qui sont à lire parce que... De quoi? Le stoïcisme. Stoïcisme. On en revient au stoïcisme. Et en fait, effectivement, en revenant au principe premier, c'est intéressant parce que tu te prives volontairement des surcouches d'informations, au final, qui sont pas spécialement utiles. Parce que les livres actuels, c'est la redite des livres précédents. Donc si tu reviens à l'essence même des livres, la plupart des informations ont une vertu et une portée quasiment universelle et intemporelle aujourd'hui. Et après, par contre, effectivement, le travail est plus compliqué parce qu'il faut prendre ces éléments-là de base et tisser des liens par rapport à nos problèmes. Mais comme ça, également, on s'approprie les solutions. Et donc, on les maîtrise davantage. Je pense qu'il y a vraiment... bon, les livres, c'est de l'information, et puis ensuite, quand tu la mets en pratique, ça peut devenir de la connaissance, quoi. Donc il y a vraiment cet aspect de pratiquer ce que tu lis, quoi. Sinon, ça reste de l'information que tu connectes, peu importe ce que tu lises, ce que tu fais de tes notes, ce que tu fais de tes livres, mais ouais, je pense que je te rejoins totalement sur cet aspect de mettre en pratique ce que tu lis, parce que de toute façon, le contexte a changé, de toute façon, tu es unique, donc forcément, il y aura une adaptation, tu vois, Bien sûr. à faire, quoi. Ouais, et puis il y a un phénomène intéressant aussi, c'est que, je sais pas si vous connaissez cette citation qui dit que les gens qui ne connaissent pas l'histoire et qui n'ont pas étudié, et qui n'ont pas étudié les erreurs de l'histoire sont amenés à les répéter en fait. Ouais, c'est Et quelque chose. Ouais. mine de rien, je crois que c'est dans L'investisseur intelligent, c'est genre la première citation qui est prise, je sais plus qui l'a dit, mais ceux qui veulent le retrouver, vous pouvez l'avoir ici. Et globalement, la psychologie humaine, par exemple, c'est quelque chose qui évolue, mais en même temps pas tant que ça, quoi. Et vous savez, il y a un phénomène marrant qui est que quand enfin, les vieux actuellement, ils disent que ouais, les jeunes, j'ai jamais vu une génération aussi peu courageuse, qui travaille aussi peu, etc. Et en fait, j'ai vu un truc sur ce sujet où il y a un gars, il s'amuse à prendre toutes les citations qui datent d'hyper longtemps. Oui. Et il y a par exemple Socrate qui dit ouais, cette génération, enfin les jeunes en ce moment, vraiment, je sais pas ce que ça va devenir, mais j'aime pas du tout la direction que ça prend, ils sont pas courageux. Et il revient encore genre 1000 ans en arrière, et le gars il dit exactement la même chose, quoi. C'est Et, clair. et en fait, d'où l'importance du coup d'aller étudier l'histoire et d'aller étudier des trucs qui sont un petit peu vieux, parce qu'il y en a énormément qui n'ont absolument pas perdu de leur pertinence, tout au contraire. Mhm. Bon, le seul problème, c'est que des fois, il y a une sorte de barrière un petit peu de la langue à laquelle, moi, pour l'instant, je me confronte assez souvent et que je trouve difficile. Euh, mais dans l'idée, ouais, c'est très pertinent, quoi. C'est clair. Pour rebondir sur ce que tu dis, moi j'adore tout ce qui est stoïcisme. Hein, à mes heures perdues, j'aime beaucoup lire. Et c'est vrai qu'il y a des passages de Sénèque, tu te dis, mais le mec, il aurait pu être là aujourd'hui à Hmm. côté de nous. Et il décrit comment les gens courent après le temps, n'ont pas le temps. Et en fait, tu vois que la psychologie n'a pas changé. À la base du manque de temps, on va revenir sur la gestion de l'info, mais à la base, c'est l'incapacité à gérer nos désirs, tu vois. Et en fait, ça, Hmm. ben, ça n'a pas évolué, tu vois. Et c'est aussi ce qui provoque du FOMO, tu vois.
Alors que si tu arrives à mettre, je crois que c'est Épictète, vu qu'on est dans les vieux, dans les vieilles références, qui disait riche celui qui maîtrise ses désirs. Tu Ouais. vois, et c'est des trucs qui ont été énoncés il y a belle durée, quoi. Et, euh, et finalement, c'est la cause des problèmes actuels. En tout cas, une grande partie, à mon avis, des problèmes actuels en termes d'information et puis de temps, quoi, ou de ressources disponibles. Même si après, il y a la couche de l'addiction qui est propre aux outils numériques quand même. En parlant de manque de temps, deux questions qui viennent à l'esprit. La première, écoutez-vous des contenus en accéléré? Et la Ouf, première, question qui fâche. question qui fâche. Bonjour à Pierre Dufresne. Et, deuxième question également qui, en quelque sorte, presque en découle. Quand vous faites du sport, quand vous marchez, vous faites les courses ou autre, écoutez-vous des choses également? Ok, je me permets de répondre en premier. Vas-y. Ça m'inspire beaucoup ces questions. Alors, est-ce que j'écoute et je consomme du contenu en accéléré? La réponse est partiellement oui, mais j'essaye de me calmer. Mhm. Et ça, c'est notamment grâce à notre fameux ami Pierre Dufresne. En fait, il y a des moments où je trouve que ça reste pertinent des fois d'accélérer un petit peu, mais typiquement le cas de la lecture rapide, je trouve qu'il est intéressant. Je sais pas si vous avez vu passer cette vidéo sur YouTube là de J. Milgram, où il Ah. s'amuse un peu à... Bon, c'est bien Julien, au moins t'es vraiment pas Influencé. il suit vraiment pas YouTube, c'est bien. Euh, En gros, le gars, il a pris cette thématique-là de la lecture rapide et il a montré, bon, peut-être pas de A à Z, mais quasiment, que dans la plupart des cas et la plupart des techniques utilisées, c'était un peu bullshit et ça marchait pas en fait. Sauf pour tourner rapidement des pages. Voilà. Mhm. Pour ça, c'est très efficace par contre. Et donc ça, moi je trouve que c'est très intéressant et très révélateur que, eh bien, au bout d'un moment, on peut pas aller plus vite que la musique. On peut pas aller plus vite que ce pourquoi nous avons été créés et conditionnés. Et en fait, je pense que c'est une illusion de penser que nous sommes capables de consommer du contenu plus rapidement parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et au bout d'un moment, si tu vas plus vite quelque part, si tu sautes en musculation quelques basiques, ou tu sautes ta séance jambes, bah au bout d'un moment, les jambes, elles vont pas suivre en fait. Et tu vas avoir un petit peu ce retour de bâton, quoi. Et moi, je crois beaucoup en ce phénomène que en fait, quand tu développes une capacité, derrière, tu crées une sorte de faiblesse. Je ne sais pas si vous savez, mais pour combattre les cellules cancéreuses, il y a un, il y a un nouveau système qui a été mis en place parce qu'en fait, de base, on faisait une sorte de chimio, on attaquait les cellules, mais on s'était rendu compte que en fait, elles devenaient juste de plus en plus fortes. Et donc, ça marchait pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, OK, on va faire exactement la même technique. Et ensuite, comme on l'a devenue hyper forte, en fait, on a créé une faiblesse et on va l'attaquer sur cette faiblesse qu'on a créée. Et, euh, et donc, avec le contenu rapide, je pense qu'on s'en rend pas compte, mais on crée des faiblesses de compréhension, ce genre de choses. Mais j'ai beau dire ça, pour le moment, je continue un petit peu parce que des fois, bah, en fait, c'est ça. Ce qui est difficile, c'est que tu te rends pas compte que tu crées des faiblesses et que ton niveau de compréhension baisse. Mais je pense que souvent, c'est le cas. Et pour revenir sur la deuxième question, moi, j'aime bien la règle de Slim qui dit que si une activité dure moins de 12 minutes, alors aucune stimulation. Et typiquement, moi, c'est ce que je fais maintenant pour le sport. J'ai arrêté même d'écouter de la musique, des podcasts, rien du tout. Juste vraiment concentré sur la séance. Sinon, pour aller au taf, j'écoute un podcast. Mais dans la plupart du temps, maintenant, j'essaye de réduire quand même les stimulations aussi. Que ce soit pour marcher et tout. Le parallèle que tu as pris avec les jambes est super intéressant, Dali, parce que effectivement, quand tu loupes les jambes, ça suit pas, tu l'as dit. Mais en fait, il n'y a Ouais. pas que les jambes qui ne suivent pas, c'est tout le corps ne suit pas. Mmh. Littéralement, parce que les séances jambes, les séances assez dures, produisent de la testostérone notamment. Ce qui est bénéfique à tout le processus, à tout le corps, à l'ensemble du système. La lecture, c'est pareil, comme tu l'as très bien dit, si tu lis partiellement, si tu lis de façon accélérée que la lecture rapide, si tu écoutes des contenus en accéléré également, tu vas passer à côté d'informations intéressantes, aussi de temps d'incubation parfois nécessaire pour comprendre les informations qui ont été données, et donc Mmh. tu vas avoir l'illusion du savoir. Et là, tu es en plein dans l'effet de Dunning-Kruger. Tu penses savoir beaucoup de choses par rapport à un domaine, par rapport à une étude, par rapport à un contexte. En fait, t'en sais rien. Mais vu que tu penses savoir, tu vas te permettre d'émettre des avis par rapport à Ouais. ces sujets-là, alors que t'as pas les connaissances derrière. Et prendre des Mais décisions de merde au passage. exactement, Mmh. exactement. Et tout comme toi, pendant très longtemps, j'ai écouté tout en accéléré, parfois en 2,5, parfois en 3 carrément, en me disant en fait la vie est trop courte. Ouais, Neuroperformeur. ça dépend des contenus évidemment, des gens parlent parfois très lentement, on peut se permettre de monter jusqu'à 2,5. Mais pendant des années j'ai fait ça et très récemment effectivement j'ai pris conscience qu'il faut laisser le temps au temps.
Hmm. Et surtout, qu'est-ce que je vais faire de ce temps que j'ai gagné au final? Bah, pas grand-chose. Je vais surconsommer une nouvelle information. Et en Hmm. fait, c'est pas le process d'apprentissage qui m'intéresse, c'est l'accumulation de ce que j'ai pu faire. Si j'ai pu écouter 10 vidéos aujourd'hui, en fait, t'es plus dans la quantité que dans la qualité. C'est comme les gens qui lisent 100 livres par an. Ouais, lis 3 fois le même déjà, comprends-le bien, maîtrise-le, tire-en l'essence, tire-en des actions, mets en place des choses, et après tu passeras à un nouveau livre. Et non pas Transformer la l'inverse. connaissance aussi. Julien, tu rebondir Clique-le, également quoi. par rapport à tout ça? Euh, ouais, alors moi, j'écoute déjà bon très peu de vidéos d'une manière générale, hein, puis très peu en accéléré. En fait, je sais pas quand c'est que j'ai regardé un truc en accéléré. Donc je préfère prendre plus d'efforts sur la sélection, tu vois, et de me dire bon ben je vais essayer de choisir les bons contenus, puis essayer de me poser avec ces contenus. Et puis surtout quand quand je fais plusieurs choses en même temps, par exemple quand je m'entraîne et j'écoute une vidéo, je me sens comme une merde. Et j'ai l'impression d'être passé à côté de mon entraînement, et de toute façon j'ai pas vraiment retenu ce que le type a dit. Donc en fait ce que je fais c'est je m'entraîne de manière très sans musique. Et aussi, ce qui a pas mal changé avec ma pratique, c'est je travaille sans musique. Durant très longtemps, je travaillais avec musique pour Mhm. stimuler ma créativité, ma productivité, avoir de l'énergie. Là, maintenant, je fais presque plus avec la musique. Parfois, quand j'ai des petites nuits ou quand je suis pas forcément d'humeur, mais je l'utilise pour ce que c'est-à-dire un booster, et puis pas pour un default mode, tu sais, un mode de travail par défaut. Donc ça, Hmm. et maintenant, c'est un truc de malade, c'est que quand j'écoute de la musique, ça me booste, un truc de fou, parce que j'en Hmm. écoute très peu, tu vois. Donc, Comme avec le café, quoi. C'est ce que j'allais dire, comme avec exact, le café. exact. Comme avec le Ou café. la psilocybine, Julien. Exact. Bon, C'est quoi ça? bah, j'ai testé un microdosing de psilocybine Ok. pour tester quoi, durant 30 jours. Mais fondamentalement, je me suis pas mal détaché de substances, donc la nicotine, l'alcool, il y a 4 ans. Et donc, en fait, là, pour l'instant, c'est la caféine, ma drogue du moment, qui est bien maintenue. Si on met de côté le comportement addictif qui est lié aux écrans. Donc, je pense pas que la psilocybine va rejoindre ma consommation de substances Régulière. quotidienne, quoi, régulière, quoi. Donc voilà. Et puis il y avait une deuxième question, je crois, c'était quoi? Justement, c'est le fait d'écouter des contenus quand on conduit, Ouais, quand on fait du sport, etc. Donc, tu y as ouais, partiellement répondu. voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment, tu sais, je lis, de plus en plus que du livre. Je suis retourné à ça, quoi. C'est un truc de malade. J'étais beaucoup sur Kindle, mais je trouvais ça encore trop distrayant, tu vois. Parce que je pouvais voir, c'est quoi ce mot? Ah, tac, je cliquais. Ah ouais, la définition, puis Ah, j'ai eu bon, pareil. ouais. Toi, Hmm. t'as arrêté tu lis essentiellement sur papier, ou t'as Ouais. aussi ce problème sur Kindle, c'est-à-dire Non, non, de. non, j'ai vraiment décidé d'arrêter de lire sur Kindle pour plusieurs raisons. Celle-ci en fait partie, de pouvoir avoir accès à des hyperliens, avoir accès aux définitions. Je Aussi sais les pas, en fait. citations, tu sais, les Ouais. citations qui sont soulignées, alors tu peux les désactiver, quoi, mais de voir, ah ouais, ce passage, il a parlé à 100 000 personnes. Alors peut-être Hmm. toi, t'en as rien à foutre, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est surtout, j'ai déjà mon ordi, mon téléphone, je suis déjà tout le temps sur les écrans. Comment ça me saoule de rajouter un écran sur une tâche qui est aussi, qui est au contraire censée être un petit peu reposante, etc. Et puis en fait, moi, je sais pas, je suis trop content parce que tous les livres que j'ai lus sur Kindle, je les ai jamais relus. Tu vois? Je les ai jamais relus et j'ai jamais fouillé de nouveau les notes. Alors j'en ai fait une note un peu permanente sur mon second cerveau, mais jamais, tu vois, je suis allé dans ma bibliothèque comme ça et je l'ai regardé, je l'ai feuilleté un peu, je me suis dit, ah ouais, ça c'était pas mal, machin. Et en fait, moi j'aime vraiment beaucoup d'avoir une bibliothèque et de pouvoir toucher les livres, de pouvoir retourner dessus si j'ai envie, et d'avoir aussi ce petit rappel visuel en permanence, tu vois, il est dans ta bibliothèque et Hmm. puis peut-être qu'un jour tu le reprendras en fait. En parlant de livres, j'en profite. Pendant très longtemps, j'avais également cette notion de constamment apprendre. Lire, ne pas perdre de temps. Et donc, je lisais également tous les soirs des bouquins ultra techniques. Ce qui, au niveau du sommeil, est une catastrophe. Ah bah ouais, c'est Aujourd'hui, clair. maintenant, les soirs, c'est manga ou bande dessinée. Hmm. Éventuellement, roman quand je me chauffe un peu. Quel est votre rapport par rapport à ça, vous également? Le soir, déjà, ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous lisez? Comment vous consommez de l'information le soir? En lien avec le Euh, sommeil, encore une fois, bien évidemment. Bah, moi, c'est vite vu, si j'ouvre un livre de non-fiction à 19h, je me réveille à 2h du mat, quoi.
le pattern, il est ultra. Bon, ça fait des années en fait. C'est-à-dire que si je lis à 19h, de 19h à 20h, 22h je vais au lit, 2h je me réveille, mon cerveau il commence à. Ah ouais, tu pourrais faire ça, les connexions, les trucs. Donc là, je lis un truc sur la vaccination d'une manière générale. Donc c'est des livres d'information, mais un peu techniques, un peu chiants avec des graphes. Donc en fait, je m'endors relativement bien, ils me laissent dormir. Puis sinon, je lis, tu vois, typiquement là aussi la biographie d'Einstein. Donc c'est des livres relativement, c'est pas trop technique quoi, pas trop, mais et puis ça passe. Mais il y a des biographies, ça passe pas quoi. C'est trop inspirant. Ouais, il y a des choses qui sont inspirantes. Tu vois, Einstein, c'est un petit peu limite parce que tout d'un coup, tu as des passages, tu te dis, ah ouais, putain, c'est intéressant comme il a appliqué ça, machin. Donc voilà, mais ouais, je suis comme toi, Jérémy. C'est-à-dire que j'évite tout ce qui est technique ou non-fiction le soir, quoi. C'est marrant, moi j'ai pas trop ce problème quand je lis des livres de non-fiction le soir d'avoir une stimulation tellement importante que j'en ai du mal à dormir. Ça me le fait pas trop. Mais pour autant, je sens qu'il y a des moments où en fait j'ai vraiment besoin de penser à autre chose, quoi. De sortir de cette Mm. quête permanente d'hyper-utilitarisme et ok, il faut que je lise un truc utile, ok, il faut que j'apprenne quelque chose parce que à chaque fois quand on me dit, ouais, tu lis quoi comme livre? Je lis des livres de non-fiction parce que je veux apprendre des choses. Mais en fait, j'ai envie de sortir de ça et je crois que je vais passer ce step-là bientôt où bah, je vais commencer un manga juste pour le fun et voilà, tous les soirs, je vais prendre mon petit rituel au lieu de, je sais pas, regarder une série ou des vidéos YouTube, bah, je vais faire ça sur un livre, ça sera beaucoup mieux, je sécréterai davantage de mélatonine, je serai peut-être plus calme, un peu moins Mm. excité. Franchement, j'y vois que du positif, quoi. C'est vrai que l'avantage du manga ou de la bande dessinée, c'est que l'effort cognitif à déployer est proche de zéro. Encore, un roman, il faut te plonger dedans. T'as des personnages, c'est beaucoup plus complexe parfois. Là, c'est quasiment que des images. Et vraiment, c'est relaxant. En fait, t'as que des images, tu savoures, tu fermes, c'est plié. Tu n'y penses même plus, en fait. Alors il y a des romans qui rentrent pas dans cette catégorie, qui sont tellement prenants que t'as de la peine à le Bien poser, sûr. quoi. Mais c'est vrai Hmm. que tout ce qui est bande dessinée au niveau stimulation cognitive, c'est relativement Mm. correct, quoi. Il y a un élément que je voulais aborder, on est passé un peu au travers malheureusement, c'est la notion de couche de dopamine, ça vous parle? Couche de dopamine? En fait, c'est le fait que si on Ouais, ajoute ouais, plusieurs développe. activités stimulantes au niveau dopaminergique, typiquement on a parlé précédemment, le sport, plus Hmm. le café, plus une Hmm. vidéo que j'aime bien, Ah, ok, ouais. plus je sais pas autre chose en fond, en fait littéralement on vient dérégler le niveau de base de dopamine. Ce qui fait que Hmm. constamment on aura besoin la prochaine fois de plus de stimulations différentes pour éprouver du bonheur. Ouais, ok, Et c'est ouais. comme ça qu'on en arrive Ça me aujourd'hui encore parle. une fois à faire 1000 activités en même temps, du multitâche, prendre un café, regarder une vidéo, écouter une musique qu'on aime bien, faire du sport, pour constamment en fait avoir sa dose de dopamine. Et aujourd'hui Ouais. les gens en fait ont atteint un niveau je pense de base qui est tellement élevé que pour les satisfaire c'est de plus en plus compliqué quoi. Et ça Ouais, c'est un vrai problème également. ouais, je trouve ça super intéressant ce sujet. Moi, je l'ai vu quand j'ai arrêté l'alcool. Toutes les choses simples de la vie ont repris des couleurs, quoi. Hmm. Et en fait, tu Hmm. peux avoir ça dans pas mal d'autres. Tu peux faire, je pense, tirer ces parallèles dans sur d'autres activités dopaminergiques, je pense. En tout cas, moi, je l'ai ressenti. Je me suis dit, putain, juste me balader dans la nature, c'est juste génial, quoi. Mais Et avant, tu l'as dit par avant, rapport à la avant, musique j'avais aussi pas Julien. ça, tu vois. Et je l'ai Même dit par avec rapport à la la musique. musique, tu l'as dit en Ouais, fait, tu ouais. reprends un vrai shoot de musique parce que tu C'est as ça. arrêté durant pas mal de temps. Pour le café, Et ça a été mon cas. J'ai Ouais. arrêté durant 2 ans, Ouf. littéralement Wow. parce que j'étais accro à la caféine, je buvais 2 Je te cafetières plains. par jour. Non, je t'embête. Ah ouais, non mais clairement, ça peut être... Non, franchement, j'ai arrêté du jour au lendemain. En fait, quand je me voyais trembler dans mon bureau, je me dis, stop, il y a un problème quelque part, il faut t'arrêter. Bah ouais. 2 cafetières par jour, c'était pas Putain, c'est possible. énorme, mec. Bah, à cause d'un enfant qui ne connaissait pas le terme de sommeil, donc j'ai compensé comme Ouais, je ouais. pouvais, on va dire. Mais oui, la Mm. caféine, c'est de l'automédication pour beaucoup de gens et ils s'en rendent Ouais. pas compte, quoi. Complètement. C'est un truc de fou, quoi. Complètement. Et en plus, je suis désolé, maintenant t'as des très très bons décas aussi qui font entre guillemets le café. Mais n'est-ce Donc pas si plus... t'aimes le goût, Ouais, n'est-ce dis-moi. pas plus dangereux, le DK? C'est ce que j'ai entendu. Je Alors, sais pas, j'ai pas ce qui creusé est le dangereux, sujet. d'après ce que j'ai compris par rapport au déca, c'est le fait qu'on les traitait avec des solvants. Mhm. T'as du déca qui est sans solvant. Et après, t'as café et café aussi. T'as le café qui est ultra torréfié, t'as le café Ouais. qui est fait avec soin. T'as le Mhm. café qui est en dosette aluminium, t'as le café qui est bien fait aussi. Ouais, c'est clair. C'est comme pour tout, t'as différents éléments derrière qui sont plus Ouais, la ou moins qualité, toxiques quoi. et plus ou moins bons derrière. Moi, je le fais typiquement à la cafetière italienne, chez moi, truc en verre, pas de plastique, rien, pas d'aluminium, eau Mm. qui est minéralisée chez moi, qui est filtrée aussi. Berké. Logiquement, Mm. j'évite les problèmes. Berké, ou Berkel, moi j'ai un Berkel, Valide, on valide. super important. Grave. Donc oui, Et, effectivement, c'est un vrai problème. Tu veux en parler un peu, Dali?
de cette notion moi de couche de dopamine. j'ai bien envie de rebondir sur ça. Je trouve que c'est hyper simple aujourd'hui d'avoir des couches de dopamine à tous les niveaux et sur plein d'activités. Typiquement, là, on parlait du café. En ce moment, je vais bosser dans une sorte de cowork. Et ça y est, là, j'ai commencé à prendre la petite mauvaise habitude à 9 heures quand j'arrive pour commencer le taf, à me servir un café et à le boire. Et je vais être très honnête, j'ai l'impression que bah, ça fait partie de cette petite couche de dopamine là que j'ai commencé à installer et qui donc fait que ça devient de plus en plus difficile de juste m'asseoir à mon bureau et de travailler en fait. Hmm. Et ça, c'est partout. J'ai aussi connu ce truc de travailler avec de la musique. Moi, c'est beaucoup quand je fais du montage vidéo. Comme c'est en fait un peu la fin de la journée, ça y est, je viens de faire le tournage et tout, et que je fais un petit peu de montage rapidement pour envoyer au monteur. Je lâche un peu tout, je mets de la musique et bim bam boum. Et ouais, c'est assez difficile, je trouve. J'ai vu une stat il y a pas longtemps qui m'a fait un peu rire. C'est qu'il y a 47% des gens qui lisent qui déclarent qu'ils font autre chose pendant ce temps-là. C'est-à-dire que soit ils regardent des vidéos, ils répondent à des messages, Ah, des c'est trucs comme fou ça. ça. Du coup, en fait, ils font En fait, tout ils sauf lisent lire, pas. quoi. Ouais, c'est ça. C'est fou ça. Et 47%? ouais, C'est mais énorme. j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, c'est pour ça que j'ai la stat Mhm. en Ouais, tête. ouais. Mais ça Après, fait une qu'est-ce qu'ils personne. prennent comme étant l'élément de la lecture, c'est quoi pour eux? C'est un magazine, c'est un vrai livre? Il y a ça aussi à Bien prendre en sûr. considération. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, faut faire attention aux stats qu'on utilise. Là, je suis en train de lire un bouquin qui est assez intéressant, les gars. C'est How... Alors, attendez, il est là-bas. C'est 10 Rules for Thinking Differently About Numbers Hmm. de... Mhm. je sais plus c'est qui exactement. Tim Harford, je crois, un truc comme ça. Mhm. Et en gros, le gars montre que bah, il y a plein de statistiques, il y a plein d'études qui prétendent vouloir dire quelque chose, mais en réalité qui sont biaisées à plein de niveaux. Mais ça, c'est pas nouveau, tout ce qui est cherry Ouais, c'est picking, clair. biais de publication, etc. Notamment dans des thématiques comme la psychosociale, ce genre de trucs. Mm. Et après, c'est pareil, en fait, il y a même des datas très sourcées qui peuvent venir de la Fed ou ce genre de choses, qui en fait sont... Enfin, ça stipule une certaine chose, mais en réalité, quand tu t'intéresses à la méthode de collecte de l'information, tu te rends compte que ça veut pas du tout dire ce que tu pensais que ça signifiait en fait. Et c'est ouf à quel point c'est partout, les chiffres sont dans notre quotidien et C'est on les clair. utilise d'une certaine manière qui peuvent dire complètement autre chose en fait. Je rebondis là-dessus parce que bah justement, je lis un bouquin sur la vaccination. Pour le petit, justement, j'aime bien me renseigner pour mon gamin, etc. C'est Hmm. intéressant parce que le gars, il fait un bon travail scientifique et je trouve ça m'enseigne plus sur comment lire des graphes et de l'information et Mhm. ne pas se faire avoir par des chiffres que la vaccination en soi. Évidemment, la vaccination, c'est intéressant comme sujet. Et il dit, bah, regardez, vous voyez, là, il vous montre ce graphe qui commence en 1945 et en 1947, il y a le vaccin XYZ qui a été introduit et donc tu vois forcément tu dis waouh c'était là c'était ultra haut et ensuite ça a chuté tu vois mais si je vous montre le même graphe en prenant les données depuis 1900 tu vois donc il zoom Hmm. out tu vois que c'était déjà ultra en train de descendre et qu'en fait en 1945 les cas étaient vraiment déjà ultra bas tu vois et en fait tu te Hmm. dis ah ouais c'est intéressant comme en zoom in, zoom out, en jouant avec ces informations, tu peux vraiment te faire berner. Parce que moi, bah, typiquement, tu vois, je serais typiquement le type qui dit, oh ouais, ça fonctionne, c'est un truc de malade, tu vois. Et en fait, le gars, il te fait prendre de la distance en appliquant un principe que je trouve intéressant, mais qui est difficile, c'est voir ce qui n'est pas là, en fait, voir ce qui est absent, tu vois. Et prendre ce réflexe de dire, ok, qu'est-ce qui ne m'est pas montré, tu vois. Mais ça demande de l'énergie de malade, et donc tu peux pas tout le temps le faire. Tu prends des raccourcis à longueur de journée. Hmm. Donc voilà, puis on est un peu conscient de ces biais-là, ces problématiques-là. Alors imagine, Mhm. imagine si, je sais pas, si t'as pas de temps pour lire, pas de temps pour te former, puis que ta journée c'est juste go, 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 travail, quoi. Donc, Oui, plus les médias derrière qui t'influencent, etc. Clairement, tu es sur un cycle, en fait, tu suis tout simplement les autres. ouais, C'est compliqué de s'extraire, entre guillemets, des choses qu'on nous inculque. ça prend du temps. Et même niveau alimentation, je le vois par rapport à mes enfants, on donne une alimentation qu'on considère comme étant saine. Dès qu'on arrive à la cantine maintenant, c'est un scandale, Hmm. Tu littéralement. m'étonnes. Et c'est fou en fait que des éléments tels que les cantines, encore pire les hôpitaux, n'implémentent pas les conseils de base en nutrition en respect du sommeil. Ouais, bon. Alors qu'ils sont censés de base quand même donner les conditions nécessaires à la bonne santé. Ouais, c'est clair. Entre guillemets, censés encore une fois. Censé, ouais. Donc c'est un vrai travail effectivement à On faire, va oui. pas ouvrir la boîte de Pandore.
Oui, d'où Ouais, le terme sensé, encore une fois. On pourra en parler des heures. cette fameuse anecdote là que tu répètes souvent, Jérémy, dans les podcasts avec le pitch. Elle est Ça me terrible, fait, non, ça me fait rire. voilà, elle m'a marqué, effectivement. Comme quoi, on Ouais. donne des pitchs à un enfant qui a même pas 2 ans. Comment est-ce qu'on peut faire ça, littéralement? Ouais. Comment on peut se dire que c'est bon pour sa santé? Ouais. Ouais. On se dit que c'est bon pour son moral, quoi. Donc, mais bon. Oui, parce que c'est du sucre. Ouais. Donc, Ouais, qui le dit sucre sucre. dit addiction. Mm. Forcément. Forcément. Bon, Euh, quand même, respect à l'industrie du sucre, bon marketing, hein. Faut quand même le Très bon dire. marketing, notamment grâce à Ansel Keys et l'étude des 7 qui a diabolisé le gras au profit du sucre Exactement. et Et qui a quand même, littéralement mis la politique américaine au niveau alimentaire sur ces recommandations-là qui sont entièrement fausses et erronées. c'est un truc de malade. En Mm. accusant à tort le cholestérol, ce qui a donné pas mal de conséquences négatives. Bref, un vrai sujet aussi intéressant. J'en C'est profite. qui? C'est Ansel Kit? Ouais, Excuse-moi. K-E-Y-S. En fait, il a mené une étude sur 21 pays pour montrer les dangers du gras. À la fin, il s'est dit, en Ok. fait, les 21 pays, malheureusement, ça corrobore pas trop avec mes idées, quoi. J'en regardais que 7. Les 7 qui fonctionnent plutôt bien. Et à partir de Ouais. là, je tire des grosses conclusions comme quoi le cholestérol, c'est le mal. Et comme Mm. quoi, il faut que l'assiette des Américains soit composée à hauteur de 60% de carbs. Ouais. Hmm. Il y a plein de trucs comme ça qui sont passionnants. Mm. Ouais, c'est aussi comment il s'appelle, le propagandiste, là, Bernays. l'expert. Comment t'as dit? Bernays. Ouais, Bernays, Edouard Je Bernays. pense. T'en as deux, hein, Euh, mais le plus connu, c'est Bernays, où, qui a notamment où le créé le gars, petit il déjeuner fait fumer, américain il avec fait fumer oui, c'est les lui. femmes. Ouais, ok, La ouais. torche de la liberté. Ouais, exactement. Mm. Et il est très très bon, Bernays. Champion! Champion! Bah, c'est lui qui a créé aussi le petit déjeuner américain à base de bacon. Ok. Et c'est lui aussi qui, de mémoire, a créé le fait de se brosser les dents en créant une habitude et qui a Avec impulsé comme quoi le ce fluor côté était bon pour les dents. ok, ouais. Parce que le fluor est un déchet industriel de base qu'il ne savait pas recycler. Bah, pas recycler, pas refourguer ou pas revendre, pardon. Ouais, Donc Bernays est très très bon. Je crois que c'est lui qui a écrit le livre Propaganda, il me semble. ouais. Mm. Ouais. Je l'ai démarré, mais j'ai pas trop accroché, quoi. Moi, je l'ai pas lu non plus, mais C'est j'ai beaucoup étrange étudié. venant d'un gars comme lui, quoi. Je sais pas Oui. si c'est lui qui l'a écrit ou bref. D'ailleurs, ça, c'est une question que j'aimerais bien vous poser à tous les deux. Quand vous commencez un livre et que vous vous rendez compte qu'il vous plaît pas trop ou qu'il est un peu difficile, comment vous procédez? Est-ce que des fois vous vous forcez, vous allez au bout? Jamais. Ou est-ce que vous avez aucune Jamais. difficulté à le lâcher et à Bien dire, et ciao. catégorique, jamais. Jamais. Moi, ça dépend. J'avais tendance à m'accrocher avant sur les livres, maintenant c'est moins le cas. Et j'ai plus tendance à désacraliser le livre et à moins le lire de façon linéaire. Mais parfois plus à piocher les informations qui me seraient utiles par rapport à un problème donné. Hmm. C'est ça qu'on sous-estime beaucoup, je pense, l'importance de la table des matières. Pourquoi Clairement. on doit commencer un livre par le début? En fait, c'est l'habitude des romans. Où tu commences au début, tu finis à la fin. Sauf qu'un livre bien fait de dev perso entre guillemets, un livre de non-fiction, logiquement est bien chapitré. Et chaque chapitre correspond logiquement à une réponse à un problème. Donc tu peux prendre un livre, parfois c'est pas toujours le cas, mais au milieu, lire 3-4 chapitres, le poser et y revenir 3 ans plus tard pour prendre d'autres chapitres. C'est ma vision des choses encore une fois. Hmm. Ouais. Ouais, moi Ok. j'ai des livres que j'ai pris à plusieurs reprises. Attends, j'en ai un. Il m'a choqué, donc je peux facilement le situer. C'est You Are Not a Gadget de Jaron Lanier. Et je l'ai acheté il y a longtemps, tu vois, plusieurs années en arrière. Je me suis dit, ah, ça va être intéressant. Et chaque fois que je le prenais, je comprenais pas ce qui était écrit dedans. J'étais, ah, je suis con ou bien, tu vois. Et donc j'ai lu d'autres livres dans la thématique. Et tout d'un coup, j'ouvre le livre et je me dis, putain, c'est intéressant. C'est pour montrer, tu vois, qu'on évolue. Et donc, il y a aussi cet aspect-là, tu vois, des fois, t'es pas prêt à accrocher à ce que dit l'auteur, parce que tout simplement, le gap entre tes connaissances, ton niveau actuel et le niveau de l'auteur, il est trop élevé. Et des fois, c'est juste mal écrit, hein, on est d'accord. Ça, c'est aussi possible. Mais il y a aussi cet aspect, des fois, où me dire, ok, là, je piche que dalle, tu vois. Et voilà. Toi, tu fais comment? Moi, pour l'instant, je vais dans la plupart des cas au bout. Mhm. Mais là, ça m'est arrivé 2-3 fois. Par exemple, l'origine des espèces de Darwin, au bout de 250-300, ça commençait à faire un petit peu long et je trouvais ça très très répétitif, donc j'ai arrêté. Pareil, il y a un livre qui s'appelle Le Macroscope, là, il y a pas longtemps, je l'ai commencé et j'en ai eu un peu marre, donc je l'ai lâché. Mais je te rejoins beaucoup sur cette idée que bah il y a des moments en fait juste on n'est pas prêt ou ça coïncide pas assez parce que tu vois cette démarche de lire aussi en fonction de ses problèmes et de se renseigner par rapport à ça, bah ça paraît aussi normal que des fois tu choisis un bouquin qui colle pas avec la situation dans laquelle tu te trouves et c'est ok en fait, peut-être que plus tard ça reviendra et même si ça revient pas au final c'est pas si grave. Ouais, c'est comme moi, j'ai eu ce problème là récemment sur un livre qui s'appelle Les lois du chaos, qui est juste imbitable pour mon niveau de connaissance actuel.
Hmm. Hmm. En fait, il y avait des phrases, j'ai l'impression que ça paraît super intéressant, ultra puissant, très pertinent. Je la surligne par défaut, mais je la comprends pas. Hmm. Donc là, j'ai rétro-pédalé sur un bouquin plus de base pour développer les connaissances nécessaires, le vocabulaire, le contexte, l'histoire qu'il y a derrière pour comprendre ce livre en le relisant derrière. Et il faut être honnête avec soi-même. Des fois, on ne comprend pas. Des fois, on n'a pas les connaissances, pas les compétences. Il faut savoir l'accepter, je pense. Ouais, clairement. Bah, il y a le livre de Mortimer, je crois, Comment lire un livre, How to read a book, qui est ultra intéressant, où il t'explique un peu ces concepts de comment Ok. te positionner face à un livre. Et quand je l'ai lu, j'étais, ah purée, j'aurais dû commencer par ce genre de livre. Pourquoi on nous donne, tu sais, le premier livre à lire, comment lire un livre? Pourquoi ça vient Hmm. quand j'ai 30 ans, tu vois? C'est comme l'école, comment apprendre à C'est- apprendre. Ouais, c'est ça, tu tu vois, vois. Et en fait, il explique bien ce niveau de gap entre toi et l'auteur. Forcément, tu veux un auteur quand c'est plus que toi sur un sujet, parce que sinon tu le lirais pas. Mais des fois, tu vises un peu trop grand, tu vois. C'est comme si tu lis, je sais pas, un papier, même en lisant la biographie d'Einstein, il y a des passages, je suis là, ouf, waouh, c'est fou, quoi. Et c'est la biographie, tu vois, c'est pas Hmm. le papier qu'il a écrit sur la relativité. Donc, ouais, 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 je pense que ouais, c'est. En tout cas, moi, mais durant longtemps, je me forçais à terminer les livres. C'est une mauvaise habitude qu'on m'avait inculquée à l'école, quoi. Je pense. De terminer les livres. Donc, la Hmm. vie est trop courte. Après, t'as un biais d'engagement aussi qui est présent. C'est comme pour les séries. Tu commences une série, elle a beau être bof, tu veux la finir. Ok. Des notions de cohérence et d'engagement, malheureusement. Ouais. Ouais, clairement. Et c'est pas évident Moi, à je le rendre comme ressens, hein. pattern. C'est très compliqué. Et après, encore, l'avantage d'un livre, c'est que c'est pas cher. Tu peux te permettre de l'arrêter. Quand tu prends une formation parfois sur internet qui est onéreuse, 300 balles, qui convient pas à tes besoins ou à tes problèmes, Hmm. tu vas te forcer à la finir parce que t'as mis un coup derrière. Donc l'engagement est encore plus important. Ça dépend, t'as de tout, je pense. T'as des gens qui sont là. Oh, ça dépend, ouais, ça dépend de pas mal de choses. Tu vois, si la personne, je sais pas, elle se fait tous les mois 30, 40 000, bon, tes 300 Sûr. euros, elle est là, c'est bon, quoi. Ça dépend, je pense. Mais la théorie de l'engagement, elle est clairement présente dans beaucoup de choses, quoi. Mhm. Mais d'ailleurs, ça met en évidence un truc que je trouve intéressant, c'est la capacité à se laisser un petit peu driver par ce qui nous intéresse, et par nos désirs, en fait, d'une certaine manière. Parce que en général, tu as tendance à lire des choses qui te plaisent et qui t'intéressent. Mais c'est pas forcément le cas dans d'autres thématiques où des fois tu joues avec la contrainte parce que tu sais qu'elle est bonne pour toi et tu la suis. Comment est-ce que vous gérez un peu cet équilibre entre contrainte et désir, plaisir? Je sais pas si vous comprenez bien ma question, si c'est clair ou pas. Si, c'est clair. Et c'est un vrai sujet. Après, je me suis construit une vie pour avoir très peu de contraintes, entre guillemets. Du moins des contraintes qui sont choisies, Hmm. comme des enfants. Non, plus sérieusement, des contraintes niveau business, mais qui sont constamment choisies. J'aime plus raisonner en termes de challenge, personnellement. Il y a une loi que j'aime beaucoup pour favoriser la plasticité cérébrale, pardon. C'est la loi du 85-15. Alors j'ai plus le nom de l'auteur malheureusement, il m'échappe. Mais comme quoi 15% des problèmes auxquels on se confronte doivent être conçus pour nous mettre vraiment en péril et en déroute. Hmm. Pour se forcer à être confronté à l'échec. Et Pour les se forcer 85% autres, doit être accomplissable. On Ouais, doit c'est pouvoir ça. le faire. Je dis pas que c'est simple à faire, mais on doit pouvoir le faire. On a les compétences pour le faire. Mais il faut se fixer à hauteur, d'après l'auteur encore une fois, hein, de 15% des situations, des challenges vraiment difficiles pour se forcer à être au pied du mur. À réfléchir, à avoir de la créativité, à potentiellement creuser ailleurs. Pour à nouveau se mettre en péril et pour faire travailler le cerveau. Parce que quand tout est trop simple, le cerveau, forcément, il va stagner. Et un cerveau qui stagne, c'est un cerveau qui régresse au final. Et aujourd'hui, je trouve que beaucoup de personnes sont dans une zone de trop de confort par rapport à ça. Ouais, c'est clair. Il n'y a pas de challenge, pas de défi. Typiquement, lire du Nassim Nicolas Taleb, c'est un challenge. Des fois c'est compliqué, des fois c'est pompeux, des fois c'est un peu dans tous les sens. Des Le fois, ils livre que je... t'insultent. Des fois il t'insulte complètement. C'est presque de l'ormesse mentale en fait, en quelque sorte. Tu comprends pas tout, il faut revenir dessus. Et là c'est intéressant, là il faut s'accrocher. Mais souvent les gens effectivement se limitent à des revues, à des livres beaucoup plus simples, beaucoup moins techniques, à des problèmes du quotidien beaucoup plus effectivement plus simples et abordables, sans jamais se mettre en déroute. Donc je sais pas si j'ai répondu à ta question d'Ali, mais moi j'ai Hmm. plus cette notion de parfois m'imposer des choses compliquées, c'est comme dans le sport en fait. Si constamment tu soulèves les mêmes poids durant 10 ans, tu vas régresser, c'est obligé. Des fois que ce soit compliqué, des fois faut que tu souffres, faut que t'aies pas envie de le faire. Mais il faut le faire dans cette optique de progresser, d'aller de l'avant, de s'améliorer. Hmm. Je sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question encore une fois. Si, si, si. Si, Tu, si. tu peux répéter la question? Comment est-ce que tu gères entre contrainte et plaisir? Tu sais, typiquement, il y a des sports dans lesquels
bah t'as pas vraiment besoin de te forcer, tu vois. Moi, quand j'étais petit, je faisais du foot, je le faisais 100% par plaisir, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, il y a des moments où aller à la muscu, je le vois un petit peu comme une contrainte, comme un challenge, parce que ça me demande de l'effort, c'est un petit peu difficile, mais je le fais quand même, tu vois. Hmm. Mais en fait, je peux pas constamment tout au long de ma journée m'imposer des contraintes Ah qui ouais, ouais. m'ennuient. Typiquement, la muscu, c'est pas une contrainte qui m'ennuie parce que je sais pourquoi je le fais et je sais que ça fait sens, etc. Donc j'y vais la plupart du temps. Je m'impose cette contrainte avec plaisir, tu vois. Mais par exemple, dans la lecture, c'est pareil, quand je lis du Taleb, j'ai l'impression d'une certaine manière de me contraindre un petit peu, mais pareil, je sais pourquoi je le fais. Et il y a des moments où j'ai juste envie d'aller vers là où la vie me mène un petit peu. Tu vois, Hmm. c'est Taleb, lui, il dit, il écrit que quand il en a envie. Mhm. Ça, et je trouve que c'est incroyable. Ouais. Alors qu'il y en a plein qui vont te dire, non, non, si tu veux écrire un bouquin, tu vas te lever tous les jours à 8 heures, et de Hmm. 8 heures à midi, tu vas rester à ton bureau et tu vas écrire, peu importe ce qui se passe, tu vois. Et toi, comment dans ton quotidien, tu arrives à gérer ça? Moi, je trouve que les deux ont raison, tu vois, les deux profils. Chacun doit trouver ce qui fonctionne pour lui par rapport à l'écriture. Et tu vois, tu lis du Stephen King on Writing, qui est un excellent bouquin. Il le dit, bon, ben voilà, moi, le matin, je me pointe et j'écris, tu vois. Mais par contre, je trouve que Taleb, le fait d'écrire quand t'es inspiré, c'est quand même cool, quoi. Enfin, parce qu'en fait, ça en dit long. C'est-à-dire, bon, ben, tu peux faire ce que tu veux, entre guillemets. Tu vois, t'es libre de ton temps, t'écris pas. Puis l'éditeur, il s'en fout, tu vois. Il a qu'à attendre, tu vois. Enfin, il patiente. Il s'en fout pas, mais il patiente. Moi, pour revenir sur la contrainte, comme tu dis, je trouve que c'est intéressant comme sujet parce que, en fait, et c'est aussi un petit peu ce que je partage avec mes lecteurs, mais c'est en gros, t'as pas de garantie que demain t'es en vie, tu vois. Voilà, tout peut s'arrêter, tu meurs. Et donc je trouve qu'il y a vraiment cet équilibre entre ce que je dois faire pour avoir une vie meilleure dans le futur versus kiffer la vie quand même. Et je trouve que c'est un équilibre sur lequel il faut se positionner, tu vois. Genre il faut, à mon avis, vraiment se poser la question. Oui, il y a des choses qui sont, comme tu disais, Jérémy, tu sais que c'est difficile, faut les faire parce que ça te permet d'innover, ça te permet d'être créatif, puis ça te permet justement de progresser, à mon avis, parce qu'on ne progresse pas vraiment dans le confort. Mais d'un autre côté, tu peux aussi passer ta vie à te flageller et en mode c'est bon, je souffre, je fais des choses contraignantes, machin. Et tout d'un coup, tout s'arrête, tu tombes malade, les choses hors de ta zone de contrôle, et t'es passé à côté de la seule vie, tu vois, que t'avais. Donc je trouve que c'est une balance qui est importante et je trouve le 80-20, elle est intéressante, tu vois. Tu Hmm. peux dire, bon, ben, un ou deux jours par semaine, tu kiffes, et le reste, tu sais que tu t'avances sur un projet. Et de cette manière, même si tu n'atteins pas le projet, enfin, pour plein de raisons, hein, l'impermanence, etc., tu n'atteins pas ton projet, ben, au moins, je sais pas, tu auras quand même un petit peu profité de la vie. Je sais Il y a un pas truc si ça répond intéressant. si ça Vas-y. répond à la question, quoi. Ouais, 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 à peu près. Mhm. Pas de réponse Il y a une précise. tonneau de Ouais. phrases intéressantes d'Ali que tu as répété, c'est parce que je sais que je dois le faire. Ou que je veux le faire. Et Hmm. vraiment, il y a une notion, je pense, qui est importante à évoquer ici, c'est la notion de motivation intrinsèque versus extrinsèque. Ouais. Est-ce qu'on peut réellement parler de contrainte quand c'est intrinsèque? C'est une vraie question, parce qu'au final, ça, c'est là pour assouvir ton désir profond, ta vision des choses, ton toi futur. Comment tu envisages de, je sais pas, d'être à ta famille, tes proches, comment tu veux évoluer. Ça ne t'est pas imposé par l'extérieur, mais par toi-même. C'est pour ça que lire du Taleb, quand tu te l'imposes toi-même, tu vas le faire. Tu vas t'accrocher parce que tu vois la plus-value, tu vois le bénéfice. Par contre, quand on est au niveau du système éducatif et qu'on t'impose un livre, là c'est Ouais, imposé bien encore sûr. une fois, donc tu veux pas le Ouais, faire. c'est clair. Donc il y a aussi cette notion, je pense, de extrinsèque versus intrinsèque dans la contrainte. Parce qu'une Ouais. contrainte qui est vraiment intrinsèquement imposée sera perçue différemment qu'une contrainte qui sera extrinsèquement imposée. Hmm. C'est comme ça que je le perçois en tout cas. Ouais, c'est Intéressant. intéressant. Ok. Je voulais aborder un sujet assez intéressant pour revenir un peu au réseau, et là je vais m'adresser un peu à Dali, des gens en priorité. Quand tu es sur TikTok, quand tu es sur YouTube, quand tu es sur Instagram, encore plus quand tu es consommateur et non pas créateur, il y a un risque de vivre en fait une vie par défaut. Et non pas vivre sa vie, mais vivre une vie au travers de celle des autres. Est-ce que c'est un phénomène que tu retrouves chez les personnes que tu connais toi, qui consomment du contenu, ou qui créent du contenu? Cette notion de en fait constamment vivre au travers du regard des autres. Ou constamment se comparer aux créateurs que l'on suit. Ok. Euh, Je refais une dernière précision, tu connais très bien maintenant Yumi Denzel, Ouais. que tu as déjà vu, fréquenté, que tu as passé du temps avec lui. Il en joue. Cette notion Hmm. justement de montrer une vie de rêve pour que les gens idéalisent ma vie, veulent ma vie, donc prennent entre guillemets mes programmes pour avoir ma vie. C'est comme les marques de sport ou les voitures qui associent des belles blondes devant une bagnole parce que le cerveau inconsciemment se dit si j'ai la voiture, j'ai la femme. Ouais, 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 c'est Non, je Qu'est-ce rigole. intéressant. que tu en penses? Euh,
en fait, il y a plein de questions dans ce que tu as dit. Je vais commencer déjà par ce phénomène un peu de vivre par procuration, tu vois, Mhm. où t'es pas vraiment actif et bah voilà, tu regardes des gens qui ont des vies sympas, ça t'inspire, ça te donne envie, ça te fait un peu rêver, mais au final, dans la tienne, il se passe rien, tu vois. Et d'ailleurs, il y a un phénomène qui s'appelle je crois que c'est Action Illusion, tu vois, en fait tu regardes des vidéos un peu motivantes, un peu dev perso et tout, et en fait tu as l'impression que ça t'aide et que tu avances d'une certaine manière, mais la réalité c'est que tu fais rien du tout, tu vois. C'est Action un peu une Illusion, sorte hein. de... Comment? Illusion, you said. Enfin, t'as dit. Ouais, Ouais. ouais, c'est un truc comme ça, tu vois. Hmm. Et ça, c'est intéressant. Et je pense que pour beaucoup de gens, après, ça dépend du contenu qu'ils consomment. Des fois, ils regardent des vidéos, et moi, ça m'arrive hein, de temps en temps, où je me dis, ouais, là, c'est bien, ok, j'apprends des trucs, ouais, il a raison, machin, machin. Mais au final, je fais rien du tout. En fait, je suis là dans ma chambre derrière mon ordi et il se passe rien, quoi. Alors, certes, ça fait partie du processus, mais en tout cas, enfin, alors que pour mon cerveau, il a l'impression que bah, c'est bien, putain, let's go, on s'est remis dans la bonne direction et tout, mais il se passe rien. Euh, j'ai l'impression que la plupart des gens qui consomment du contenu sur les réseaux, notamment sur TikTok, ils sont pas dans cette démarche d'apprendre des choses, ils y vont simplement en fait pour se divertir et parce qu'ils savent pas quoi faire quoi, tu vois. Et c'est pour ça que quand tu es sur un créneau un peu éducatif, éducation et tout, bah c'est difficile et tu dois trouver des stratégies pour faire en sorte que les gens regardent tes vidéos. Euh, Toi, ta question c'est, est-ce que tu peux reformuler ta question ou pas, s'il te plaît? Est-ce que tu penses que les gens de plus en plus aujourd'hui vivent une Ouais, vie au travers de la vie des autres à cause des réseaux? Si je la simplifie, c'est ça. ouais, ok. Hmm, ouais, clairement, en fait, c'est un peu la même chose qu'avec la télé-réalité, tu vois. Tu regardes la vie des gens, tu vois ce qui se passe, t'aimes bien, et en fait, ça te suffit. Et il y a plein de gens qui sont plus intéressés par comment Maëva va résoudre ce problème, est-ce qu'elle va réussir à trouver ou se réconcilier avec son copain ou pas, que leurs propres problèmes dans leur vie, tu vois. Parce que Mhm. ça les divertit et ça les sort complètement de... en fait, ils ont plus trop de notions par rapport à leur vie. Ils ont oublié quel était leur problème, quelles sont leurs problématiques, ils n'y pensent pas. Et ouais, ils se focalisent sur la vie et sur l'actualité des gens au lieu de la leur, en fait. En tout cas, à mon avis, il y a un problème de priorité, tu vois. Et ouais, après, en vrai, moi, je côtoie pas tant de gens que ça qui... tu vois, moi, je suis pas à la fac, je suis pas au lycée, je suis pas au collège, Mhm. donc j'essaye de temps en temps, moi, quand je suis dans les transports en commun, j'aime beaucoup regarder, ok, comment est-ce que les gens consomment du contenu, qu'est-ce qu'ils font qu'ils swipe, qu'est-ce qui se passe. Quand je suis avec des gens, je leur demande tout le temps, ok, qu'est-ce que tu regardes comme créateur, pourquoi t'aimes bien ces vidéos, qu'est-ce qui t'intéresse et tout. J'ai souvent cette démarche un peu active et, disons, délibérée de comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi on agit de la sorte. Et je pense que, ouais, il y a un vrai plaisir pour beaucoup de gens à juste suivre la vie des autres. Et en général, bah, c'est parce que ils sont drôles ou dans le cas par exemple de Yomi, qu'ils ont réussi et du coup on se dit bon bah je vais l'écouter ce gars quoi. T'as un avis, Julien, par rapport à ça, toi? Cette vie par procuration, en quelque sorte? Ça rejoint un peu l'analyse ou en tout cas le retour de Dali, quoi. Moi, ça me sidère de voir, par exemple, tu vois, des gens qui passent plus de temps à planifier leurs vacances EasyJet que de se dire, ok, je serai où dans 3 ans, tu vois, et quelles sont les actions que je vais mettre en place. Ça rejoint un petit peu ça, dans le sens où c'est plus facile de planifier des vacances EasyJet que de te bouger et de te dire, bon, ben en fait, là, durant 5 ans, il y a un changement de carrière qui va se mettre en place. Il n'y a pas de garantie, mais ça va être intéressant, quoi. Ça va être Hmm. compliqué, tu vois. Donc, ouais, il y a de ça, et je pense que, en tout cas, les réseaux sociaux n'aident pas à passer à l'action. Et je pense, et ça, c'est une théorie, c'est une hypothèse. Je pense qu'en fait, les algorithmes ont récompensé les créateurs qui te laissent dans ce, Hmm. comment dire, tu vois, le but d'un algorithme, c'est quoi? C'est un max de gens passifs qui regardent du contenu. Mais on veut pas que Ok, ouais. les gens qui regardent du contenu se sentent trop des merdes. Donc on veut mettre en avant les créateurs qui sont le plus compétents à te faire sentir bien tout en restant passif, tu vois, genre en mode, un petit peu ce que tu disais, Nate. Tu sais, tu fermes ton ordi, il y a rien qui s'est passé, mais ton cerveau est là, yeah, tu vois, on est déjà. Ouais. Après, c'est une hypothèse, donc voilà. Parce que À mon forcément, avis, c'est parce que, inconscient ouais, de la part des algorithmes. je Mais pense c'est à ce qui ouais, c'est ce qui c'est se passe. possible, c'est possible.
Donc, mais ouais, c'est possible que ce soit inconscient et que les algorithmes s'améliorent eux-mêmes et se disent, bon, bah, en fait, on va aller là où ça fonctionne le mieux, quoi. Donc, pour captiver les gens. Mais ça m'étonnerait pas que tu aies des choses qui se mettent en place. Donc, comment faire en sorte pour passer un max de temps sans culpabiliser de procrastiner en regardant des vidéos? Voilà. Les vidéos de motivation, c'est, je pense, sont sur le podium, quoi. Donc voilà, ça répond pas à ta question, mais je pense qu'il y a beaucoup en tout cas, tu sais, les outils numériques, ils te permettent de vraiment faire le voyeurisme, quoi, tu vois, de regarder, de plonger dans la vie des gens. C'est génial, ça peut inspirer, ça peut donner des idées, mais ça peut aussi te maintenir dans la passivité, quoi. C'est intéressant cette notion de penser avoir fait des choses alors qu'on n'a rien fait. Et ça rejoint un élément que j'ai lu récemment, comme quoi si on donne ses buts, ses projets, ses objectifs à quelqu'un et qu'il me dit directement c'est super, tu vas y arriver, c'est génial, en fait tu as déjà ta dose de dopamine qui arrive. Hmm. Ce qui crée du coup, in fine, logiquement, un crash de dopamine, donc une démotivation pour entreprendre ce que tu voulais entreprendre. Et c'est vrai que souvent il y a le conseil qui est donné de communiquer au plus de personnes possible vos projets, vos ambitions, vos objectifs, alors qu'au final au niveau neurologique c'est peut-être pas si pertinent que ça. Hmm. Parce que si on subit ce crash de dopamine, à nouveau, on est démotivé. Le cerveau pense avoir accompli l'élément en question sans pour autant avoir fait un seul pas en direction de l'élément en question. Comme c'est le cas encore une fois avec les vidéos. Ouais. Et par rapport à ça, tu penses que au niveau physiologique et neurologique, ce boost et ce crash de dopamine, à une échelle de temps, on est d'accord, il est assez rapide. Pour moi, il est assez rapide. D'après ce que j'en Ouais. comprends encore une fois, hein, j'ai pas l'expertise dessus non plus, mais Ouais, parce que, tu vois, typiquement, j'ai déjà entendu ça plusieurs fois, et moi, ça m'a amené à un questionnement qui était, ok, je comprends que tu peux avoir du coup une baisse de motivation parce que tu as l'impression que tu l'as déjà accompli ton objectif, mais demain, en fait, tu es reparti à zéro, tu vois. Euh, tu t'as plus de nouveau cette récompense qui est à cette personne qui dit, ah ouais, c'est bien, bravo, bel objectif, machin. Tu vois, t'as ce pic un peu sur le coup, mais le lendemain, t'es tout seul dans ton alors, lit et au final, t'as rien fait, tu vois. c'est intéressant Donc, ce que tu évoques. En fait, la motivation, aujourd'hui, elle est vraiment en deux temps, d'après ce que j'ai pu comprendre de ces sujets-là. On a perdu Julien, je pense qu'il reviendra juste après. ouais. C'est le fait qu'au début, effectivement, elle est beaucoup médiée par la dopamine. Comme quoi, l'impulsion initiale de je veux atteindre tel objectif est vraiment médiée par la dopamine qui va te pousser à aller de l'avant, à quitter un Hmm. état A pour aller arriver à un état B. Sauf que le parcours après qui te sépare réellement de l'état A à l'état B est plus médié par non pas la volonté d'atteindre quelque chose, mais par la peur d'échouer sur quelque chose. En fait, il a été montré et prouvé au niveau neuroscientifique comme quoi, au début, effectivement, visualiser le succès est un excellent moteur, mais comme quoi le meilleur élément pour durer dans le temps jusqu'à atteindre un objectif, c'est de visualiser l'échec. Hmm. Comme quoi, quelle serait Intéressant. ma vie si jamais je ne pouvais pas effectivement atteindre mon objectif. Et c'est pour ça, effectivement, à mon niveau, j'ai créé carrément un tableau dans un programme où je demande aux personnes qui me suivent, qui suivent le programme en l'occurrence, de visualiser leur échec sur les plans, sur trois plans différents. Le plan de la récompense, le plan du lien social et le plan de l'estime de soi-même. Comme ça, on touche tout simplement une visualisation négative sur la dopamine, donc cette notion de récompense. Également sur le côté ocytocine, avec ce que vont passer les autres quand je vais échouer. Et sur le plan également sérotonine, l'estime de moi. Hmm. En fait, comme ça, l'idée c'est de te faire passer littéralement pour une personne qui a tout échoué de A à Z. Tu le notes tous les jours. C'est assez dur, mais comme ça, tu vois précisément ce qui devrait arriver si aujourd'hui tu ne passes pas à l'action. Donc, je pense effectivement que si tu donnes ton objectif à quelqu'un et qu'il te dit c'est super, tu vas crash ta dopamine, ce qui empêche le premier pas en quelque sorte. Hmm. Donc dès que Ok. tu vas perdre ce premier pas-là, te relancer pour retrouver l'inertie de la motivation va être plus compliqué. C'est comme ça que je comprends les choses aujourd'hui. Ouais, ok, c'est intéressant. Ça me fait penser à cette fameuse expérience-là de la souris où soit tu lui mets un fromage, soit tu lui mets un chat et elle pousse beaucoup plus fort quand il y a un chat derrière Oui, parce qu'elle a peur, quoi. c'est exactement ça, Ouais. littéralement. Et si constamment tu te dis, ok, si j'échoue, ma femme va me quitter, mes enfants vont plus m'aimer, j'aurai plus d'argent, etc., c'est un vrai moteur. Dans tous les Ouais. cas, on a plus peur de la perte que du gain. C'est vrai. Ouais. Ouais. C'est ce que dit très bien dans Plan- Thinking Fast and Slow, j'ai oublié son nom comme par Daniel. hasard. Kahneman. Daniel Dani. Kahneman, ce cher Danny, prix Nobel d'économie. Yeah. Ça me fait penser, j'avais fait des cours d'approche systémique en thérapie brève et en fait, les thérapeutes expérimentés, quand ils sont face à un client, ils vont lui donner, tu vois, ou des patients, ça dépend. Où on C'est se un trouve. côté Attention, monétaire au Attention partage. les mots, à patientèle. Ils vont donner des petits exercices à faire pour tester à quel point il souffre. Ok. Tu vois. Et en fait, si la semaine suivante, quand il revient, le client dit ah j'ai pas eu le temps de faire ceci, peu importe le bullshit qui te sert, tu vois. Ben en fait,
dans la tête du thérapeute, c'est peu importe la raison, il souffre pas assez en fait. Donc ils vont recadrer le patient pour lui dire bon ben voilà, en faisant ceci, en faisant cela, ça va aller mieux, mais en réalité ça va pas aller si bien que ça. Dans un seul but, augmenter la souffrance dans la situation du client pour que quand il revienne, il dise ah ouais je suis prêt à changer et là il passe à l'action. Et ça rejoint ce que tu dis dans le sens souvent les gens qui me disent ah mais j'aimerais bien faire ceci, j'aimerais bien faire cela, il y a pas assez de souffrance s'il passe pas à l'action. Tu vois, et une bonne manière de faire, et ça c'était aussi de l'entretien motivationnel, je trouve ça super intéressant. On va pas ouvrir la boîte de Pandore, mais c'est genre ah ouais j'aimerais bien me lancer sur YouTube, j'aimerais bien faire ceci, et puis, ou bien non, prenons l'exemple de la cigarette, ah j'aimerais bien arrêter de fumer. T'es sûr? Attends, là t'es dans une période ultra stressante, la cigarette ça permet quand même de rencontrer des gens, prendre des pauses, donc en fait tu vas aller dans l'autre direction pour que le patient ou le client, peu importe, ils disent non, mais je suis vraiment motivé et commencer à se faire son propre narratif, tu vois. Et je trouve ça super intéressant. Évidemment, ça fonctionne pas en ligne et dans les livres parce que c'est du one-one, quoi. Ça doit être adapté à la personne, quoi. Et ça demande de l'expérience, recadrage, et puis il faut, à mon avis, avoir un bon niveau déjà. Mais ça rejoint vraiment cet aspect que la souffrance nous fait bouger. Beaucoup plus que le désir de faire quelque chose, quoi. Dans tous les cas, la contrainte crée la créativité. Littéralement, c'est quand il y a des contraintes qu'on devient créatif. Donc s'il y a une douleur importante, tu vas te sortir les doigts entre guillemets pour trouver des solutions pour quitter la douleur. On a été conditionné par ça. Pour faire justement le lien entre le sujet et ce que tu viens de dire, tu vois, j'utilise Cold Turkey. À la fin de ma journée, mon ordinateur à 18h il se bloque, tu vois, et j'ai pas le passeport, le mot de passe, je peux pas le désactiver, tu vois. Et ça crée une contrainte. À 18h ça se bloque. Et il y a des fois où ça te met dans la merde, tu vois, tu étais en train de répondre à un email, voire tu étais en live, etc. Et le jour d'après, tu vois, tu recommences le truc, ton ordinateur il est de nouveau accessible et tu dis bon, ok, je vais arrêter de faire le con, je vais bien utiliser le temps à ma disposition et je vais faire en sorte que, tu vois, je suive mon programme, etc., etc. Et ça, c'est un exemple typique de contrainte que je trouve bénéfique, qui sur le court terme est plutôt inconfortable parce que ça te met de temps en temps dans la moïse. Mais sur le long terme, ça t'apprend à mieux gérer ton temps, ça t'apprend à mettre en place des priorités et à ne pas te faire avoir par le temps, quoi. Donc voilà. Ouais, on voulait parler d'applications intéressantes. Et puis un gars, du coup, tu vois, qui a un problème de productivité, si au bout d'un moment il en a marre, il trouve pas des solutions, ça commence vraiment à le saouler, bah là il va s'imposer lui-même cette contrainte et installer ce fameux cold turkey, tu vois. C'est ça. Moi j'aime bien cette idée de est-ce que ça se chatouille ou est-ce que ça te démange, tu vois. C'est clair. Et si ça te démange, bah il y a de fortes chances pour que tu sois beaucoup plus fort. Justement, tu parles changer, quoi. de cold turkey, Julien. Quelles sont vos applications aujourd'hui, vous, pour faire entre guillemets, une détox numérique? Non pas détox dans le sens conscient, mais vraiment cette notion d'en fait je crée des frictions entre mon téléphone ou mon écran et moi pour ne pas justement déborder sur le temps d'écran que j'aimerais respecter. Parce que comme on le sait très bien en fait, les outils sont tellement bien faits aujourd'hui que lutter parfois consciemment, volontairement, sans outils secondaires, on ne peut pas. On va forcément retomber dedans. Ou du moins l'effort cognitif et l'effort énergétique à déployer sera beaucoup trop important, ce qui risque au final de nous fatiguer plus qu'autre chose. Donc souvent créer de la friction, c'est là que c'est intéressant. Donc Cold Turkey est un super logiciel. J'ai OneApp. Tu vas en parler un peu? J'ai Cold Turkey, je le trouve très bien. Malheureusement, il n'est pas dispo sur smartphone, mais en gros, tu peux en gros, tu lui dis, ok, à quoi qu'est-ce qui peut t'autoriser en fait? Est-ce que tu peux aller sur ce site? Est-ce que tu peux ouvrir cette application? Et quand en fait, voilà. Moi, ce que je trouve les deux fonctionnalités les plus intéressantes que j'utilise quand je dois vraiment tirer des lasers par les yeux, c'est déconnecter le soir. Parce que sinon je traîne en longueur, machin, etc. Et je dors mal, et voilà, et après c'est le cercle vicieux. Et ce que j'utilise, c'est en fait, je force toutes les 55 minutes, 5 minutes de blocage de mon ordinateur. Et ça, tu peux le faire avec Cold Turkey. Et en fait, je jack le Pomodoro truc, et en fait, tu vois, typiquement, je commence à 9h, à 9h55, mon ordinateur, il se bloque. Et ça m'oblige en fait à faire une petite pause et à me désengager juste pour me dire ok, est-ce que c'est vraiment le truc que je m'étais dit que j'allais faire? Parce que souvent tu fonces dans ta journée et des fois c'est très bien, tu vois pas le temps passer, mais justement des fois aussi c'est le côté le désavantage, c'est que tu vois pas le temps passer. Et moi ces 5 minutes franchement alors je les active pas tout le temps parce que c'est un truc un peu de maso, mais ça fonctionne ultra bien pour vraiment te dire attends, ah ouais, tu sais ton ordinateur il se verrouille, t'es là, attends, j'étais en train de faire quoi? Ok, ah ouais, c'est ce que je voulais faire. Et quand tu reviens, tu dis ah ouais, ok, ouais, c'est ce que je voulais faire, je suis toujours en track, etc. Et ça, je trouve que c'est vraiment un truc qui m'aide. Puis après, il y a OneApp. Et je fais un partie rapide en plus, ça crée un effet Zeigarnik, c'est intéressant. L'effet Zeigarnik, c'est peut-être une tâche en suspens, du coup, tu repenses à la tâche, elle a un cube et tu veux te relancer dans le boulot pour terminer la tâche. C'est ça.
Et j'ai des bons retours des clients. Justement, j'avais un programme sur le focus où j'ai un bon retour d'autres personnes qui utilisent ça et qui disent ouais, c'est vraiment intéressant. Donc à tester quoi. Et puis sinon, OneSec App depuis Oui. plusieurs mois là. Ça c'est un truc qui m'aide à un peu mieux prendre conscience de mon addiction quoi. En OneSec, gros, du c'est coup, tout quoi. qui crée un espèce de sas tampon entre l'ouverture d'une C'est application ça. et l'accès à l'application. Et qui Et te ça, demande littéralement est-ce que vraiment tu veux ouvrir cette application. c'est ça. Et Ouais. là, ça fait plusieurs mois que j'utilise. Je crois bien bientôt une année, un truc comme ça. Ouais, je sais pas. Mais bref, j'ai pas mal de retours. J'ai toujours pas désinstallé, donc ça c'est la force à mon avis de cette app. Mm. Ça casse les couilles, mais pas trop pour que tu la désinstalles, parce que c'est le problème de ces apps. Tu sais, souvent, vas-y, puis tu la désinstalles. Un peu comme le temps d'écran d'Apple, tu sais. Oh, attends, encore 15 minutes aujourd'hui ou désactiver complètement. Chaque fois tu cliques sur désactiver complètement. Ouais. Mais attention, il y a un hack sur ça, les gars. C'est On peut mettre vrai? un code aussi. Bah ouais, on peut mettre un code. Et que tu donnes à une personne C'est ça. Ouais, C'est ça, c'est ça. Moi, c'est ce que je fais typiquement. ouais. Et je pense que là, il y a une précision importante, c'est que la puissance d'un truc comme Cold Turkey ou par exemple ce que j'ai mis avec le code, c'est le côté irréversible. Mhm. Parce que Mm. la plupart du temps, les gens, ils installent des extensions Chrome. Bon, OneSec, ça peut vous aider un petit peu, mais tu peux toujours y accéder. Et si un jour tu pètes un plomb, t'en as marre, bah, tu peux désinstaller l'app, tu peux désinstaller l'extension et c'est fini en fait. Mhm. Alors que là, vraiment, t'as juste pas le choix en fait. C'est bloqué. À 18h, ton ordi il est fermé. Tu peux plus rien faire. Mhm. Ouais, c'est Mm. clair. Tu peux rien faire. Et moi, ça me sauve plein de fois en fait. Et t'as Ouais, une bonne c'est très solution puissant. aussi, c'est de donner ton mot de passe directement de ton Apple Store. Donc tu supprimes Hmm. toutes tes applications réseaux sociaux et tu peux plus les réinstaller carrément. Ah ouais, pas mal. Intéressant, ouais. Et de mon Oui, côté du aussi, j'ai un plugin Chrome qui s'appelle News Feed Eradicator où en fait j'ai zéro feed. Mhm. Hmm. Notamment sur mon Facebook, j'ai uniquement une citation un peu Ouais. motivationnelle qui apparaît et j'ai rien d'autre que cette citation-là qui apparaît. En fait, tu Ouais. l'as pour rien. Donc tu ouvres, tu refermes, tu repars et tu fais autre chose. Ouais, c'est pour ça que là, j'ai arrêté de suivre des gens aussi sur Insta. Je vais sur Insta, je vois mes vidéos, je vois mes stories. C'est tout. Je pas. Très Y a narcissique, rien. Dali. Très narcissique. Ouais. Un peu, ouais. Et tu vois Ah, d'autres choses comme application, Julien, toi qui vraiment t'as pu en tester pas mal, notamment par ton bon, blog. ouais, bon, là, c'est les deux applications que j'utilise au quotidien, donc probablement qu'il y en a d'autres, mais ouais. Après, c'est pas forcément une application pour bloquer, mais plus pour cet aspect FOMO. J'utilise Feedly, c'est une Mhm. veille informationnelle. Ça m'aide beaucoup, tu vois. Je me dis, bon, bah, quand j'ai mon nom qui sort sur le web, je veux le savoir, tu vois, si je dois contacter un journaliste ou autre, ou un gars qui est en train de m'insulter, tu vois, ça peut être, voilà, hop, tu rejoins la discussion. Il y a ça, il y a aussi les sujets, tu vois, infobésité, j'aime bien être un petit peu au courant de ce sujet. Il y a aussi les infopreneurs, ça te donne une adresse mail par infopreneur, puis tu peux les suivre en prenant un peu de la distance. C'est-à-dire que tout ce qui est info comme ça, bah, tu les vois un petit peu de loin quand tu te connectes sur ce Feedly, Mm. mais ça vient pas mélanger à des mails genre client ou genre de choses. Donc ça, c'est intéressant. Et puis aussi, un petit hack qui m'a pas mal aidé, c'est de mettre une alerte sur toutes les fois où ton village est mentionné, tu vois. Parce que c'est des informations qui sont rares, mais souvent relativement pertinentes par rapport à ta situation. Donc revenir sur du très concret. Bon, si tu es dans une ville, ça peut être ton quartier, toi, voilà, le quartier de ta ville. Après, Mm. bon, je pense qu'un quartier à Paris, ça peut vite devenir le bordel, quoi. Mm. Mais, Ouais. mais en tout cas, moi, ça m'a pas mal aidé. Et c'est les quelques apps que j'utilise. J'en ai pas beaucoup. Mais Cold Turkey, je crois que c'est la meilleure. Et franchement, j'attends de voir la. J'ai déjà écrit au type parce qu'il est seul à développer ça. Et Ah je ouais. lui ai dit, mais quand c'est que tu fais un truc pour smartphone? Mais c'est vraiment compliqué avec iOS et tout ça, quoi. Mm. Malheureusement. Mais je rêverais d'avoir un Cold Turkey pour smartphone, tu sais. T'as la version payante? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, vraiment bien. Je crois que c'est un truc unique, hein, un paiement C'est un unique. paiement à vie, Ouais, oui. ouais. Mm. Donc franchement, le C'est deal vrai. est tellement... Dès que tu t'intéresses à la productivité, tu dis, t'as Cold Turkey? Non. Euh, qu'est-ce que Mm. tu fais, tu vois? C'est tellement bien. Ouais. Donc voilà. Je sais Et pas, vous avez d'autres applications que vous utilisez? niveau application, non, c'est à peu près tout. Ouais, J'aime beaucoup effectivement OneSec. ouais. Et j'ai mis comme option de déverrouillage d'application le fait de tourner le téléphone sur lui-même 3 fois. Truc trop chiant. Le truc ultra chiant, ça a vraiment l'air stupide en société, du coup c'est parfait. Et j'ai souvent mis aussi cette notion de, pendant très longtemps, j'avais la caméra frontale qui s'allumait. Ouais. En fait, t'as l'auto-jugement sur toi-même. C'est clair. Et ça, Ah, c'est c'est très bien, puissant. ça. Souvent sur mon bureau, là je l'ai plus actuellement parce que j'ai un peu réaménagé les choses, mais j'avais un miroir justement aussi. Mm.
Comme ça, quand tu Hmm. procrastines, tu te vois procrastiner. Comme une merde. Et c'est ça, en fait, tu te renvoies toi-même une image négative de ton Ouais, comportement. c'est Donc ça intéressant. te pousse à retravailler derrière. Pareil, tu mets ça Hmm. dans ta cuisine, plein de miroirs, tu te vois manger n'importe quoi, et tu reposes Ouais, c'est rapidement les trucs en intéressant, fait. ouais. En fait, t'as un auto-jugement assez immédiat, t'as un retour sur information qui est très rapide. Et c'est pour ça que j'aimais beaucoup effectivement cette notion de face cam qui s'allume, tu te vois en train de... Ok, tu veux vraiment ça mec? Non, non, allez, tu reposes. Ouais, ouais, Ah, mais ouais. Ouais, c'était c'est une super intéressant. découverte, OneSec. Après, pas forcément dans les applications, mais comme Dali, tu l'as montré, hein, suffit de, tu utilises le système, enfin, tu le paramètres d'une certaine manière avec un autre humain dans la boucle, ça fonctionne bien, tu vois, genre avec un Mm. mot de passe. Moi, il y a un truc qui fonctionne pas mal, c'est le truc noir et blanc. Tu peux aussi le désactiver, Oui, mais sur iOS, c'est chiant à désactiver. Tu dois aller tu dois creuser un peu dans l'app. Et ça fonctionne plutôt bien. J'avais fait en 2018 un avant-après en mesurant le temps d'écran. Alors évidemment, il y a un biais parce que je savais que j'étais mesuré, etc. Machin, mais j'avais vu qu'en moyenne, 22 minutes en moins par jour. Juste en Hmm. activant le temps d'écran. C'est quand même pas mal, tu vois. 22 minutes, ça fait une heure par semaine, ça fait une demi-journée par mois. Donc ça m'avait pas mal halluciné. Par contre, c'est dégueulasse, hein, en noir et blanc. Typiquement, si tu utilises Google Maps, t'es là, bah, attends, c'est la galère pour naviguer. T'es là, attends, Puis pour les photos de tes potes aussi, tu vois. Quand je leur envoie, j'ai un pote qui vit à Bali, il m'envoie de temps en temps des photos. Je fais, ouais, même en noir et blanc, c'est chouette. Je fais, vas-y, t'es ta gueule. Tu vois. Donc, euh, donc Ouais. voilà, mais ouais, c'est des petites astuces, quoi. t'as fait une vidéo d'Alice sur le noir et blanc. Ouais. Tu veux en parler? Nice. Ouais, ouais, on peut. J'ai dit. Enfin, en fait, moi, j'ai testé, j'ai parlé un petit peu de mon expérience. Et je disais que globalement, ça avait pas trop marché pour moi. Parce Mhm. que c'était trop facile, en fait, de De changer à chaque désactiver. fois. Hmm. Ouais, il suffisait de trois clips sur le bouton on-off et ça repartait en mode couleur. Et que, bah, dans l'idée, l'expérience utilisateur en est quand même pas mal dépourvue. Surtout les photos. Moi, c'était le truc qui me rendait le plus Ah fou, bah ouais. quoi. Ah ouais, tu prends une photo, elle est en noir et blanc, c'est difficile, quoi. Même tu regardes des trucs. Bon. Mais dans l'idée, c'est une technique intéressante. Mais en tout cas, ce qui est sûr, je pense que vous serez d'accord sur ça, c'est que c'est loin d'être suffisant pour mettre une résistance et une barrière C'est assez clair. puissante C'est clair, pour c'est réduire clair. son temps d'écran, quoi. Il y a un truc qui est sous-estimé selon moi, c'est les modes de fonctionnement de l'iPhone, tout ce qui est mode de concentration. Et ça, c'est Hmm. très puissant quand c'est bien paramétré. Moi, j'ai un mode travail où en fait, personne ne peut me déranger. Et dès que mon ordi est allumé, le téléphone passe en mode travail. Et automatiquement, il passe en noir et blanc. À ce moment-là. Et l'écran devient inaccessible. Mhm. Pareil pour mon sport. Dès que je passe en mode sport, j'ai plus aucune application qui ne peut me déranger, sauf l'application de sport. Mhm. Ouais. Et c'est ça qu'on n'y pense pas assez, même pour la voiture en fait, c'est intéressant parce que tu as un mode conduite où dès que tu conduis, le téléphone n'est plus verrouillable. Déverrouillable, pardon. Mhm. Donc pour la Hmm. sécurité, c'est très puissant. Hmm. C'est vrai qu'il faut prendre un peu de temps, c'est un peu comme Call Turkey, il faut prendre le temps de le paramétrer. Ouais, c'est Mais une fois que ça. c'est fait, après ça roule. Et comme on l'a dit précédemment, si on doit faire à chaque fois l'effort conscient et cognitif de mettre en place les choses, on le Ça fera fera jamais. pas. Ouais. Ouais. Call Turkey, encore une fois, ça marche très bien parce que c'est en tâche de fond. T'as pas le choix, t'as pas à l'activer systématiquement chaque jour, etc., à paramétrer 10 trucs. Ouais, c'est une T'as action pu- unique, t'es- quoi. Voilà. Ouais. Donc il y a aussi vraiment cette notion de friction et de non-friction, je pense, à avoir à l'esprit. Et dernière question sur laquelle je voulais vous amener, on arrive tranquillement à la fin. Comment vous percevez l'avenir de la consommation d'écran? Avec notamment Apple qui a sorti son casque, du moins qui va le sortir. C'est que le début. Avec également tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle, tout ce qui est également ChatGPT, ça joue aussi. Comment est-ce que vous le percevez? Est-ce que vous avez des projections, des perspectives par rapport à ça? Est-ce que ça va mieux aller? Ou est-ce que ça va empirer? Selon vous, encore une fois. Hmm. C'est toujours difficile de faire des prédictions. Très compliqué, hein. Ouais, moi j'ai vachement de mal à me projeter sur le futur et en général j'évite de faire des j'évite de faire des prévisions parce que je sais que enfin tu vois l'IA bon c'est un truc un peu enfin on savait que ça allait arriver mais pas aussi vite, pas aussi puissant, enfin c'est un vrai signe noir en fait moi je trouve Mhm. l'IA même si on en parlait depuis longtemps, c'est quand même arrivé c'est arrivé comme ça quoi et on n'y était pas spécialement préparé. L'avenir des écrans, moi je souhaite qu'il soit dégressif, hein, qu'on y passe moins de temps. Et en fait, c'est surtout un danger, moi que je vois, c'est celui de ramener tout aux écrans aujourd'hui. Typiquement, bah voilà, maintenant on peut lire sur un écran, en fait, on peut tout faire sur un écran. Et typiquement, là, je l'ai dit tout à l'heure, je taffe dans un cowork et tout le monde travaille dans le digital. Donc tout le monde travaille en fait derrière un ordi toute la journée.
Et ça, moi, je trouve que au bout d'un moment, c'est terrible en fait. J'ai pas envie de travailler toute ma journée, tout le temps derrière un écran. J'ai envie de sortir, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de, je sais pas, des fois d'utiliser mes mains, ce genre de choses. Et c'est clairement quelque chose qui se perd de plus en plus. Et à mon avis, pas pour le mieux. Donc, euh, donc ouais, ça c'est un peu le constat. Et forcément, hein, optimiste sur le futur parce que je préfère cette vision. Mais franchement, je sais pas quoi. Julien, tu veux rebondir toi aussi? Ouais, tu vois, moi, mon premier job, c'était paysagiste, tu vois. Donc, le côté manuel, des fois, ça me manque. Et c'est un truc qui, j'en discutais récemment avec un pote. Il me disait, ouais, où est-ce que tu seras dans 5 ans? Et il y avait vraiment cette envie de réduire le temps d'écran. Hmm. Ce que je voulais faire cette année, mais avec l'arrivée du petit, c'est compliqué, quoi. Il y a, quand je suis pas derrière l'écran, je suis en train de changer les couches ou aider madame, etc. Tu sais très bien, Jérémy. Bien sûr. C'est manuel, ça va. Hein, t'as dit quoi? C'est manuel. Ouais, Changer les couches. bien joué. C'est Et, répétitif surtout. Et donc, ça prolonge ton temps d'écran d'une certaine manière, tu vois, parce que ouais, t'es moins focus. Donc, ce sera pour plus tard, mais il y a vraiment cette volonté de réduire le temps d'écran et de revenir sur des choses que les écrans peuvent pas donner, tu vois. Si nous, on est les trois dans la même pièce, ben, il y aurait d'autres choses qui se seraient passées et probablement des choses qui sont difficiles à mesurer, ou peut-être qui se mesurent et dont j'ignore, tu vois, mais il y a une autre énergie, tu vois. Et donc, ouais, il y a cette envie-là, et je pense que le futur, bon, bah, personne ne peut le prédire, et tous ceux qui vous disent ça, faut les traquer dans le temps, en fait. Tu sais, ceux qui réussissent une fois à prédire le Ouais. futur, tu les suis. Tu mets dans Feedly leur nom, puis tu regardes les autres prédictions ratées, et tu verras que c'était juste du hasard. Et, Hmm. euh, et donc, moi, je pense que ça va pas aller dans la bonne direction. J'ai une autre position que Dali qui est plutôt négative dans le sens où je pense qu'il y a un gap qui se forme entre ceux qui maîtrisent les outils numériques, Ceux qui en sont victimes. voilà, et ceux qui en sont vraiment victimes. On le voyait déjà avant l'arrivée de l'intelligence artificielle, et là maintenant, je pense que ce gap il va s'agrandir, s'accélérer, et je pense qu'on va arriver dans une société où tu as des gens qui se divertissent tout le temps, 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 et qui ont plus forcément une vie réelle, c'est-à-dire ils sont dans le métaverse, peu importe le monde qui va être bien avant le métaverse, c'est déjà les réseaux sociaux, mais en fait voilà, t'es chez toi, t'es connecté, et puis t'as de la bouffe on te livre de la bouffe, et puis voilà, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, enfin c'est l'illusion que ça a. Et de l'autre côté, t'as les gens qui font ultra gaffe aux outils numériques, qui les utilisent. Et au bout d'un moment, c'est un choix de quel côté tu veux te positionner. Je pense que c'est un superbe levier, les outils numériques. D'ailleurs, sans les outils numériques, on serait pas là en train de discuter, on n'aurait pas créé ce qu'on a créé. Mais dans tout, en fait, tu as un coût, quoi. Donc voilà, il faut faire attention à l'addiction. Moi, et puis aussi, au fait, ce qui me fait dire ça, c'est qu'on a des gens qui sont ultra compétents, qui ont beaucoup de moyens, qui comprennent le psyché humain, comme dans la bouffe, comme dans la pharma, qui Hmm. arrivent à aliéner une population entière. Et on le voit, enfin, je vois pas comment ça pourrait aller dans une autre direction tant qu'on reste dans un système qui met un seul truc en avant, qui est le profit. Voilà. Hmm. Donc on verra bien. Mais j'espère qu'on se reverra dans 5 ans et et que j'ai tort. Tu sais, genre, ouais, t'avais tort, yes! Let's go. Donc voilà. Cette notion Hmm. d'Emmanuel est super intéressante parce que je ressens aussi ce besoin-là. Et en fait, on manque de concret, de tangible aujourd'hui. Ouais. Hmm. T'as beau Ouais. faire une page de vente, faire un post Instagram, c'est pas concret, c'est pas tangible. Il n'y a pas cette notion de terminer quelque chose. Et Hmm. Alexandre Astier en parle aussi quand il écrit un spectacle ou un show. En fait, lui, ce qu'il aime faire en parallèle, c'est laver des vitres. En fait, Ah, tu vois quand intéressant. une vitre est lavée. Tu vois que c'est fait, que le travail est fait, et accompli ou est mal fait. C'est tangible. Ouais. Pareil, quand tu étais paysagiste, si tu tailles bien une haie, ça se voit. Si Ouais, c'est ouais, mal c'est fait, ça clair. se voit pas. Tu vois l'avant, tu vois l'après. C'est clair. Et c'est la raison pour laquelle, à mon niveau, je veux en parallèle, du moins je vais commencer, je pense, cette année, créer des jeux de société en parallèle. Juste pour couper l'écran le soir et toucher des pions, toucher Hmm. des dés, toucher des cartes, imaginer, et juste penser en dehors du cadre de l'écran. Hmm. Hmm. Parce que quand on pense dans un écran, on est forcément limité. On C'est est clair. cadré par C'est l'écran. Il y a clair. Google à côté, on va chercher des solutions. Forcément, elles seront cadrées aussi, parce qu'il y a un algorithme derrière. Du coup, on pense pas par nous-mêmes. Mais si on se coupe de tout écran, etc., on est uniquement sur un plateau de jeu ou sur autre chose, à nouveau, faire ses vitres, couper du bois. Plein de choses Ah au ouais, final qui sont clairement. juste essentielles. Et en plus, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui vont à la salle de sport et qui refusent de couper du bois.
C'est un peu la dépendance au domaine dont parle Ouais. Nassim Nicolas Taleb. Ouais. C'est Ouais. je refuse de porter ma valise à l'hôtel pour aller rapidement à la salle de sport. Ouais. Commence par porter ta J'adore valise, cet mec. exemple. Voilà, c'est Prends l'exemple l'ascenseur, parlant de Taleb. Et en Ouais. fait, on est dépendant d'un domaine. En fait, on pense réellement que le sport se réserve à la salle de sport. Que la respiration du yoga qu'on fait sur un tapis se réserve au yoga. Ouais. Et en dehors, quand je stresse, je respire normalement, voire de façon buccale. Hmm. Parce qu'on est dépendant au cadre qui nous a imposé. Et je pense que cette notion justement de réimpulser du tangible, du concret, c'est un élément qui manque au cerveau humain. Parce qu'on a évolué durant des millions d'années dans du tangible. On tuait une bête, elle était morte, ça se voyait. On tue un monstre sur un écran, ouais, c'est un monstre sur un écran, quoi. C'est pas du concret, c'est différent. C'est clair. Et comme moi j'ai plus cette vision un peu entre guillemets pessimiste comme Julien de une société à deux vitesses. Et un monde qui va, selon moi, qui va ressembler pardon, à la fin du film Wall-E. Je sais pas si Ah vous l'avez ouais. en tête, mais à la fin, Ouais, c'est bien vraiment sûr. que des personnes en surpoids qui sont sur des sièges automatiques et qui sont nourris par des bras mécaniques. Ouais. Avec des écrans, des perfusions dans tous les sens. Et On y c'est un vient, peu la hein, on y vision vient, pessimiste franchement, que j'ai du monde. Après, bon, on se trompe, Jérémy. J'espère me tromper. J'espère me tromper. On se trompe. Mais On c'est verra vrai que bien, c'est- quoi. C'est assez réaliste. Et effectivement, cette notion de Apple VR qui va bientôt sortir avec le casque qui est juste génial en plus. Hein. Elle est Ça pas fait sortie, rêver. en fait. C'était juste pour les bêta-testeurs, c'est ça? Je crois qu'il J'étais sort sûr à qu'elle la était fin de sortie. l'année, il me Ok, semble. ok. Là, ils ont fait la démo, mais c'est vrai que ça fait rêver. T'as devant toi 3 écrans immenses, la taille que tu veux pour bosser, etc. D'où tu veux, c'est Ouais. génial. Sauf que T'as pris les le temps du clavier ou implications... bien? Plusieurs du clavier, c'est fait par les yeux. Purée. C'est le mouvement des yeux qui détecte là où tu veux cliquer. C'est un hardcore. C'est exceptionnellement beau. Mais après, déjà en termes d'ondes au niveau du cerveau, personnellement, je préfère même pas y penser. Et après, en termes de déconnexion réelle, c'est terrible. Ouais, C'est vrai. ouais. Et après, se met en place ce qu'on appelle l'effet Tetris. C'est quoi? C'est penser constamment à ce nouveau monde qui est créé autour de soi, pendant ses rêves, pendant sa nuit. Comme un joueur de Tetris qui pense aux briques qui viennent s'embriquer pendant son sommeil. Et on Hmm. projette constamment, tout simplement, là j'aurais pu mettre des écrans, là j'aurais pu faire ceci, Ouais, là ouais, j'aurais pu ouais. faire cela. En fait, on met une surcouche à la réalité qui n'a pas lieu d'être. Et donc on pollue sa vie de A à Z. Ouais, c'est fou, quoi. Donc ça fait rêver, mais je vois les implications qu'il y a derrière et je me dis non, en fait, juste c'est pas possible de voir un monde comme celui-ci se dessiner. Après, la question, c'est est-ce que tu auras le choix ou non, tu vois? C'est que pareil, on te Bien dit, sûr. tu sais, c'est comment dire? Le dilemme cornélien de Oui. dire, ok, est-ce que si une puce t'offre l'accès à ChatGPT, est-ce que tu la prends, tu vois? Hmm. Une puce, tu vois? Une puce, voilà. Puis tout d'un coup, on est en train de discuter. Et puis Dali me fait, ouais, c'est Action. Attends, comment tu disais? J'ai pris note là. Action Illusion. Je suis là, attends. Ouais. Ah ouais, ça a été inventé par ta 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 ta. Tu vois, genre quand t'as ça en fait à ta disposition, c'est comme tu sais, si on te dit tu peux choisir les traits de ton gamin, est-ce que tu le fais ou tu le fais pas? Tu vois les traits, sa taille, son intelligence, etc. Hmm. T'as plein de gens qui disent non, 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 c'est mal. Et je pense que t'as plein de gens qui vont refuser. Mais après, ton gamin, il dit regarde, je ressemble à Quasimodo. Tu vois, genre, comment as-tu fait? Tu vois, et t'auras cette crainte, en fait, de te dire bon, ben, en fait, si quelque chose se passe pas comme prévu. Et tout ça, franchement, c'est ultra complexe comme sujet. C'est ultra complexe. Comme la vague ChatGPT, intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui vont perdre leur job, tu vois? C'est une vraie Après, question je de pense qu'il y a société. une destruction créatrice un peu comme le Oui, dit il y a toujours eu, mais Ricardo, mince, j'ai oublié son nom, mais il y a toujours il des y a nouveaux forcément une jobs. création Il y derrière. a Maréchal Ferrand, les mécaniciens, les mécatroniciens, etc. Mais tu as quand même, je pense, dans le travail du savoir, l'intelligence artificielle, c'est quand même un truc de malade. Mm. Donc si ça remplace beaucoup de gens, au niveau de la société, il y a vraiment des réflexions à mettre en œuvre. Donc je trouve ça intéressant. En tout cas, on est dans une période de malade. Genre, on vit Netflix, quoi. On est dans un Netflix en temps Et encore, réel. nous, on quoi. a conscience de ça. Ouais. En fait, il faut se rendre compte Ouais. que 95% des personnes ne connaissent pas l'existence de l'IA aujourd'hui. Hein. Non, vas-y. Tu plaisantes? Demande à n'importe qui dans la rue, est-ce que tu as déjà pris ChatGPT? À quoi ça sert? Non, les personnes ne savent pas encore. J'ai presque envie de te dire, défi relevé, demain je prends mon micro, tu sais, Vas-y. je vais à Lausanne, je fais, ok, Mais je pense petit qu'il y a sondage. il y a un vrai effet bulle, je pense. En fait, on a un microcosme qui ne pense qu'à ça, les qui utilise son algorithmes, instinct tout ça, d'avant-première. ouais. Ah ouais. C'est sûr, c'est sûr. Donc, Ok. du Il y a moins, quand tu même ne vois pas les il y a implications quand même les derrière. médias qui en parlent, tu sais, genre, l'autre jour, médias en chez parlent mon barbier, il me parlait de ça, donc je me dis, ouais, Ok. peut-être qu'il y Si a quand le même barbier un... en parle, effectivement. C'est comme Ouais, pour les là, bitcoins, c'est- ça. Si le barbier revend ses bitcoins, en La général, il est trop grand-maman tard. qui le dit, il faut acheter du bitcoin. Il est trop tard. Eh bien, merci à vous. Est-ce qu'il y a un Merci. petit mot de la fin avant de laisser nos chers auditeurs, par exemple, les renvoyer sur vos médias, vos réseaux, vos actus?
Ouais, je pense que tu les mettras. Ouais, je les mettrai bien sûr en description, ouais. Ouais, Mais s'il y a un ouais, truc bah, en particulier, pas spécialement. Moi, je suis un peu plus actif en ce moment sur ma chaîne YouTube. avec des Je vidéos fais assez des longues en projets- plus. Ouais, du contenu un petit peu plus long pour merger et avoir petit à petit cette transition qui est pas facile hein, quand t'es créateur de vidéos courtes à la base. Bon, les gens ont une capacité d'attention assez faible, donc il faut faire une transition en douceur. Quoi ce Intéressant. choix d'ailleurs, Voilà. Dali? Qu'est-ce Comment? qui t'a poussé à dire ok, je quitte TikTok, le format de 1 minute, pour passer à du 45 minutes? J'ai pas complètement quitté le format court. Je continue à en produire, tu vois. C'est juste que j'en fais un petit peu moins. Et je sais pas, il y a pas mal de raisons. Déjà, dans un premier temps, moi, en tant que consommateur, je regarde pas TikTok, je consomme pas de vidéos courtes, tu vois. Donc, on dit souvent que c'est important de créer et de partir de ce qu'on aime faire pour ensuite raisonner davantage avec les gens, tu vois. Et moi, je me suis dit, ok, bah, quel type de vidéo j'aimerais créer et quel type de vidéo j'aimerais voir et comment est-ce que je peux aller dans cette direction, tu vois. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis aussi, enfin, le niveau d'interaction et d'impact, il est pas le même, quoi. Enfin, tu sais, des fois, il y a des gars, ils m'envoient des mails carrément sur des vidéos YouTube. Ouais, ça, c'était trop bien, machin, merci et tout. Et c'est forcément, ça fait plaisir et c'est pas le cas avec des vidéos courtes, quoi. Et puis, en fait, aussi, j'ai l'impression que YouTube, c'est une plateforme pour revenir sur cet effet Lindy qui a fait davantage ses preuves et qui est un peu plus sur le long terme intéressante à mon avis. Mhm. Ok. Mais merci à vous. Bah, super. Merci pour l'invite, Jérémy. De Merci rien. pour la C'est un plaisir de conversation. t'avoir rencontré, Julien. De même, à bientôt À bientôt. dans le vrai monde. Yes. D'ici, logiquement, une quinzaine de jours au moment où on enregistre. On C'est va se clair. voir tous les trois. Cool. Allez, à plus. À Ciao. bientôt. Yes. Bye bye. Ciao les Ciao, gars. ciao. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Avant de vous laisser, rappelez-vous que vous pouvez télécharger le résumé des actions, des outils, des stratégies et des ressources de cet échange en cliquant sur le premier lien présent en description. À très bientôt.